chers intervenants, liebe Frau Gressel, chère Patricia Commun, cher Hans Stark, cher Henri Minudier, chers amis de la Maison Heinrich Heine, ici dans la belle salle Alfred Grosser et devant vos écrans. J'ai le grand plaisir de vous accueillir tous pour la table ronde de ce soir. 1 an de gouvernement Scholz, quel bilan? Il y a juste 1 an, jour pour jour, que l'ancien ministre fédéral des Finances, Olaf Scholz, a été élu chancelier et innove avec un gouvernement tripartite, SPD vers FDP. Après cette première année qui a permis de mieux connaître sa personnalité et son style de gouvernement, le temps est venu de tirer un premier bilan. Comment ont été relevés ces principaux défis, la pandémie, la crise climatique et énergétique et la guerre en Ukraine? L'attention du débat de ce soir portera sur l'évolution politique, économique et sociale, sans oublier les relations franco-allemandes et l'Europe. Les commentateurs sont quasiment unanimes à reconnaître que la première année du gouvernement Scholz a été chamboulée par l'invasion russe en Ukraine, par la pénurie d'énergie, l'inflation et les effets de la crise climatique. Le programme de la coalition, formé de 3 partis différents aux aspirations diverses, devait s'articuler autour d'une politique climatique meilleure et d'un rigoureux programme budgétaire. Suite à la guerre en Ukraine, le chancelier Scholz a cependant décrété la fameuse Zeitenwende et augmenté nettement les dépenses militaires. À l'automne, pour contrer les effets négatifs de la crise créée par l'inflation, le gouvernement Scholz a mis en place un vaste programme de dépenses de 200 milliards d'euros pour soutenir l'industrie allemande et aider les ménages. Sur le plan énergétique, le gouvernement a dû faire face à la dépendance notamment du gaz russe. Le chancelier Scholz a décidé de faire un affront au verre opposé à l'atome en prolongeant le fonctionnement des 3 dernières centrales nucléaires allemandes en ayant recours aux Richtlinienkompetenz, le 43 allemand, utilisé en cas de crise extrême. Le report des fermetures était prévu au départ pour 2 centrales seulement. L'ambiguïté de la politique et de la personnalité du chancelier lui a finalement valu une baisse de la confiance selon les sondages. Sondages faits par Bild et repris par Le Monde. Et quelques éléments, seulement 41 des sondés voteraient pour l'un des 3 partis de la coalition, contrairement aux 53% obtenus lors des élections de l'année dernière. Les sondages indiquent aussi une baisse de soutien au SPD qui passe de 26% à 18% aujourd'hui. Le FDP obtiendrait, lui, aujourd'hui 5% des voix. Le soutien au CDU-CSU est passé de 24% lors des élections à 30%. 64% des Allemands se disent insatisfaits du gouvernement de la coalition et 58% sont mécontents de la politique de Scholz. Le bilan de la première année de la coalition tripartite semble donc plus que mitigé. C'est le thème de la table ronde de ce soir et je suis ravie d'accueillir Madame Ingeborg Gressel, députée du Bundestag depuis 2021. Elle est membre de l'Union chrétienne-démocrate de l'Allemagne, CDU, et de 2004 à 2019, elle a été députée européenne. Et par ailleurs, et je suis très heureuse de mentionner ça, elle est ancienne résidente de la Maison Heinrich Heine et c'est pour nous un grand honneur. Madame Patricia Commun est professeure de civilisation allemande à l'université de Cergy-Pontoise et directrice du Centre de recherche sur les civilisations et identités culturelles comparées. C'est vrai? Toujours? Non? Ah bon. D'un master. OK. OK. Directrice d'un master, mais toujours à l'université Cergy-Pontoise. D'accord? Master langue et commerce international. Bon, très bien. Très bien. Je suis heureuse d'accueillir ce soir Hans Stark, professeur de civilisation allemande. J'ai pas vérifié le titre, mais je pense que c'est ça, à Sorbonne Université, grand spécialiste de l'Allemagne et des relations franco-allemandes.
il a accepté au pied levé de remplacer Stefan Cornelius de la Süddeutsche Zeitung qui est empêché. Je le remercie de sa participation de ce soir. Et un très grand merci également à Henri Menudier, professeur honoraire à l'Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, et spécialiste de relations franco-allemandes, qui est à l'initiative du débat de ce soir. Je lui passe la parole. Merci à Christiane Deussen pour cette introduction. Je voulais d'abord m'excuser. Vous avez sans doute pu constater quelques changements dans la liste des intervenants. Alors, concernant Stefan Cornelius, le directeur de la Süddeutsche Zeitung, qui est déjà intervenu ici, a eu récemment le Covid, suivi d'une grippe assez sévère. Bon, je l'ai eu au téléphone encore avant-hier, il était vraiment en très mauvais état, donc il n'a pas pu venir. Heiko Maas, l'ancien ministre des Affaires étrangères, SPD, député de la Sarre, a eu des problèmes d'emploi du temps, mais j'espère bien le faire venir ici l'année prochaine. Je dois participer à un débat avec lui à la mi-janvier à Saarbrück. C'est un Sarrois, et la condition, bien sûr, c'est qu'il vienne ici, sinon je n'irai pas à Saarbrück. Donc, on le fera venir ici. Et Paul Maurice a été empêché au dernier moment. Il travaille pour les affaires étrangères et il est employé aux affaires étrangères. Et il a dû participer donc aujourd'hui et demain à une réunion sur la coopération transfrontalière à Bâle. C'est ça, c'est aussi information que tu as. Donc, c'est la raison pour laquelle on a été obligé d'improviser, et je suis très reconnaissant à Hans Stark d'avoir accepté au dernier moment de venir, malgré ses obligations d'enseignement et de recherche. Alors, naturellement, on suit de près ce que fait ce gouvernement Scholz. Au mois de février, nous avions fait un premier débat ici. Je ne sais pas si certains d'entre vous y avaient participé, sur les 100 premiers jours du gouvernement Scholz. Et je trouve que c'était tout à fait justifié maintenant de faire un débat sur un an de gouvernement Scholz. Alors il faut bien voir, comme l'a dit Christiane Deussen, on a assisté à un véritable tournant dans la vie politique allemande et dans l'histoire politique de la République fédérale, avec le résultat des élections fédérales de fin septembre de l'année dernière. Moi, je vois au moins 5 éléments. Bon, bien sûr, je ne vais pas les développer, mais je veux simplement attirer votre attention sur ces éléments. Le premier élément dont on parlera d'ailleurs un peu tout à l'heure, c'est le retrait de la vie politique d'Angela Merkel, qui a été chancelière de la République fédérale pendant 16 ans, dans des gouvernements soit avec les chrétiens démocrates, soit avec le FDP, ou bien avec le SPD. Bon, son départ après 16 ans a eu bien sûr des conséquences importantes pour la CDU-CSU et pour l'ensemble de la vie politique. Deuxième élément important résultant de ces élections, c'est l'affaiblissement, ça a été signalé par Christiane, c'est l'affaiblissement des grands partis. On avait en effet les deux grands partis, chrétiens-démocrates et SPD, qui autrefois obtenaient des résultats d'entre 40 et 50%. Ensuite, ça a baissé entre 30 et 40. Et maintenant, comme les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure montrent que ce sont des partis qui se situent en gros entre 20 et 30%. Avec comme conséquence que autrefois, on pouvait faire des gouvernements avec deux partis seulement, un grand parti et un petit parti. Maintenant, il faut le faire avec 3 partis et ça rend naturellement les négociations beaucoup plus difficiles. Donc c'est le troisième élément, si vous voulez, qui montre que les choses ont changé en Allemagne, c'est cet émiettement des forces politiques allemandes. Alors le gouvernement actuel, SPD, vert libéral, c'est la première fois qu'on le voit au niveau fédéral, mais il y a des gouvernements de ce genre au niveau régional, et notamment en Rhénanie-Palatinat. Et c'est là tout l'intérêt d'ailleurs du système politique allemand, du fédéralisme. On essaie des coalitions au niveau régional. Ça sert un peu de modèle, et si ça fonctionne bien, on peut les appliquer ensuite au niveau fédéral.
Donc c'est cet émiettement politique qui entraîne alors, naturellement les négociations entre les trois partis, maintenant SPD, Verts et libéraux, le Parti libéral, ne sont pas toujours très faciles. Alors la particularité aussi, et Christian Drosten l'a souligné, l'autre particularité de ce gouvernement, c'est qu'il est confronté à de nombreuses crises. Beaucoup plus de crises que les gouvernements précédents. Bon, il y a eu l'affaire du Covid qui a été plus ou moins bien maîtrisée par le gouvernement Merkel, mais la crise du climat, la crise de l'énergie avec la guerre en Ukraine, les conséquences politiques, économiques, sociales de cette crise, notamment l'inflation, le problème de l'énergie, et enfin les changements sur le plan international, les rapports avec la Russie, les rapports avec la Chine et d'autres parties du monde, si bien que le gouvernement se trouve face à un nombre de défis extrêmement importants. Et dernier élément, bien sûr, c'est Olaf Scholz. Il est évident que c'est un changement. Alors, Olaf Scholz, qui a été maire de Hambourg, ministre des Finances, il était vice-chancelier. Donc, c'est à la fois, si vous voulez, un élément de continuité et un élément aussi de renouveau. Quand on regarde effectivement la presse, comme ça a été dit tout à l'heure, on se rend compte que l'image de Scholz n'est pas extrêmement positive. On le trouve un peu énigmatique. On lui reproche une certaine incapacité à communiquer. Il n'a pas des rapports faciles avec les journalistes. Bon, c'est un homme d'action. Son verbe est assez monotone. Il est plutôt ennuyeux. Il n'aime pas faire de grands discours. Bon, c'est un pragmatique qui a une très grande expérience des questions surtout économiques et sociales. Et c'est quelqu'un qui, bon, est ambitieux, mais en restant quand même assez discret. On pourrait presque dire que c'est un homme politique quelque peu solitaire. C'est-à-dire qu'il y a une différence dans le style de gouvernement très nette par rapport à Angela Merkel. Et c'est la raison je crois que c'est une des explications pour les chiffres assez défavorables concernant les intentions de vote et concernant aussi les sondages pour cette grande coalition et pour Scholz en particulier. Donc voilà, si vous voulez, en gros, quelques éléments généraux. Alors, nous allons discuter ce soir de trois questions. Un peu la situation interne de la République fédérale d'Allemagne, les partis, le rôle de Scholz. Ensuite, ce sera donc Madame Kressler avec qui on va discuter de cela. Ensuite, Patricia Comin traitera des questions économiques. Y a-t-il une crise économique en Allemagne? Et Hans Stark traitera du secteur qu'il connaît bien, qu'il suit quotidiennement, celui des relations franco-allemandes, de la politique extérieure de la République fédérale d'Allemagne. Alors, je m'adresse d'abord à Madame Kressler, en la remerciant d'être venue, parce que, vous savez, faire venir des députés, c'est pas très facile. Heureusement, cette semaine n'est pas une semaine de session, donc vous avez pu vous libérer. Mais avant de vous demander votre avis sur Scholz et sur la coalition, j'aimerais que vous répondiez, que vous apportiez quelques vos réactions. Alors, la presse française est pleine aujourd'hui de ce coup d'État, coup de filet historique contre des putschistes d'extrême droite. Alors, je lis, plusieurs milliers de policiers ont été mobilisés mercredi pour appréhender des militants du réseau Reichsbürger, alors écoutez bien, qui voulaient restaurer l'Empire allemand dans ses frontières de 1871, c'est-à-dire retour de l'Alsace et de la Lorraine à l'Allemagne, et recruter dans l'armée afin de former une milice. Alors, bien sûr, j'étais au courant de l'existence des Reichsbürger, mais j'étais quand même très surpris de ce projet de coup d'État. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bonsoir et un bonsoir cordial à vous tous et aussi à ceux qui nous suivent auf Zoom. Und jetzt spreche ich Deutsch, weil die Dolmetscher ja auch ein bisschen Arbeit brauchen. Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Professor Menudier. Ich möchte schon darauf hinweisen, dass 3000 Polizisten 25 Menschen verhaftet haben. Und wenn ich mir die Größenordnungen vorstelle, dann weiß ich nicht, ob
ob ich mich darüber freuen soll oder ob ich eher Fragen haben sollte. Ich denke, ich sollte eher Fragen haben, auch wenn es am hinteren Ende 50 Verhaftungen waren. Es waren 3, die richtig gefährlich sind, Militär, Bundeswehr, Polizei, also alle, die Waffen haben. Und jetzt ist die Frage, ob der Rest auch Waffen hatte. Das weiß ich nicht. Es gibt noch sehr viele Unklarheiten. Die Größenordnungen sind für mich unklar. Und deswegen möchte ich einfach nur sagen, wer glaubt, dass Deutschland dass Deutschland das Kaiserreich mit Hilfe eines 72-jährigen Adligen wieder aufbauen kann, wer daran glaubt, der glaubt auch, dass der Osterhase kommt oder demnächst der Nikolaus und der Weihnachtsmann. Also ich möchte schon darauf hinweisen, dass diese Geschichte auf mich einen sehr bizarren Eindruck macht. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass die wahrlich Gefährlichen dabei die Reichsbürger sind, weil sie Waffen haben. Es gibt eine Ansammlung von Waffen und ich bin dafür, dass wir diese Ansammlung von Waffen mal beseitigen. Ich bin auch dafür, dass wir mit der Erlaubnis, Waffen zu haben, sehr restriktiv umgehen. Restriktiver umgehen, als wir es vielleicht zurzeit machen, dass wir diesen Markt auch sehr intensiv beobachten. Das passiert auch. Aber das, was ich bis jetzt über diese Aktion weiß, löst bei mir viele Fragen auf. Und wir müssen die AfD im Blick behalten. Da gibt es auch Verbindungen zu dieser Gruppe und der AfD hin. Es gab immer schon Großmachtträume und Wiederherstellungsträume der Vergangenheit durch die 70-jährige deutsche Geschichte. Es gab vor ein paar Jahren auch mal eine Liste von Leuten, die man verhaften musste. Also sowas gibt es immer wieder. Aber die deutsche Demokratie ist schon gefestigt, sodass sie sich nicht von solchen Dingen also gleich mal aus der Bahn werfen lässt. Ich bin aber sehr gespannt über das, was wir in den kommenden Tagen und Wochen noch über diese Aktion erfahren werden. Merci. Donc, je rappelle simplement le titre en première page du Monde. L'Allemagne fait face à la tradition violente de son extrême droite. La police a donc arrêté 25 personnes à travers le pays. Ça permet de lever le voile sur un groupe qui avait pour objectif de renverser le pouvoir par les armes. C'est quand même assez extraordinaire et dont les ramifications restent à déterminer. Donc, c'est une affaire à suivre. Alors, il y a une autre question que je voudrais vous poser avant qu'on parle d'Olaf Scholz, concerne Angela Merkel, qui a été très discrète. Elle a donné une interview il y a quelques jours, pas très longtemps, au Spiegel, et elle vient d'en donner un autre à Die Zeit. Alors, on lui fait un peu le reproche dans la presse allemande de ne pas avoir su contenir, au fond, Poutine, de ne pas avoir compris le caractère dangereux de sa politique extérieure. Et on lui reproche également d'avoir laissé l'Allemagne devenir très dépendante de son approvisionnement énergétique vis-à-vis de la Russie. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces reproches qui sont faits aujourd'hui à Angela Merkel? Ja, danke schön. Es zeigt mal wieder, dass in so einer Krise vor allem Sündenböcke gesucht werden. Und jetzt machen sich ein paar Leute einfach, die sagen, das hätte sie ja wissen können. Hätte sie ja wissen können, wohin es führt, wenn wir aus der Kernkraft und aus der Kohle gleichzeitig aussteigen. Das Gas als Brückentechnologie übrigens auch weniger CO2-lastig auserkoren haben. Aus Russland ein billiges Angebot hatte, die Wirtschaft dort gerne gekauft hat. Das waren ja wirtschaftliche Entscheidungen. Nach dem Motto, das hätte sie ja sehen können, dann hätten wir ja auch vielleicht das teure Glas gleich mal einkaufen können und die Leute hätten Hurra geschrien, Gott sei Dank machen wir uns nicht von Russland ab. Also es ist eine Diskussion, die vor allem einen Sündenbock sucht. Und ich finde es also ein bisschen ungerecht, muss ich schon sagen, weil es auch weil es die Ereignisse schon auch ein bisschen verdreht. Die Ukraine, also Angela Merkel hat sich nie Illusionen über Putin gemacht. Und die ganze Geschichte hat vor allem Zeit gekauft, das sagt sie auch in ihren Interviews. Das Ziel war, dass die Ukraine Zeit hat, dass sie sich aufrüstet. Und die Ukraine stand heute sehr viel besser da als 2014, als die Krim überrannt wurde. Und das war das Ziel der Übung. Ich glaube, dass in Deutschland die Debatte einfach weitergeht. Aber ich halte, muss ich sagen, da schon ihre Version für diejenige, die ich auch selber als aktive Politikerin einfach auch miterlebt habe. Es wäre nicht gegangen, dass wir das 4-fache, 5-fache, 6-fache den Leuten aufbürden an Kosten, indem wir Nein sagen zum russischen Gas. Es war keine deutsche Entscheidung, auch keine deutsche Entscheidung von Nord Stream 2. Es war eine wirtschaftliche Entscheidung, die man dann auch so, es war ja ein Genehmigungsverfahren staatliches, das man auch so dann getroffen hat. Also
Die Lust an der Sündenbocksuche, die ist keine Frage da. Das heißt, diese Debatte wird auch weitergehen. Ich nehme an, dass auch das der Grund ist, weshalb sie sich überhaupt äußert. Merci pour ces précisions. Non, je vous informe simplement, c'est sorti dans la presse. Actuellement, elle prépare, alors je ne sais pas si ce sont des mémoires, mais elle annonce pour 2024 un livre sans doute sur son expérience politique. Alors maintenant, venons-en au sujet Olaf Scholz. Qu'est-ce que vous pensez du chancelier? Bien sûr, j'espère qu'en tant que femme d'opposition, vous ne pensez pas que du mal du chancelier. Et qu'est-ce que vous pensez aussi du travail fait par cette Koalition? Ja, danke. Ich meine, es macht ja keinen Sinn, aus dem Ausland heraus die eigene Regierung zu beschimpfen. Deswegen möchte ich schon ein eher abgewogenes Urteil abgeben. Ich finde, dass Olaf Scholz einer der erfahrensten Politiker Deutschlands ist. Und er war zum Zeitpunkt seiner Kanzlerschaft vor einem Jahr auch erfahrener als Angela Merkel vor 16 Jahren. Er war Ministerpräsident, was in diesem komplexen Verfassungsgefüge in Deutschland schon eine wichtige Sache ist. Die Bund-Länder-Beziehungen machen ja Ärger, Sie haben es auch gesagt, Herr Professor, bis heute. Aber Scholz kommt damit natürlich auch aus einem sehr deutschland- und innenpolitisch bezogenen Kleinkrieg. Also die deutsche Innenpolitik, und ich darf mir das erlauben als Europapolitikerin, die erst spät sozusagen nach Berlin kam. Also in Deutschland wird eine sehr kleinteilige und sehr selbstbezogene Debatte geführt, die auch nur in Deutschland relevant ist und in der Regel auch nur dort verstanden wird. Scholz hat wenig bis gar keine europapolitische oder außenpolitische Affinität und ich finde, das merkt man. Das merkt man auch am Zustand der deutsch-französischen Beziehungen. Er hat schon als Mitglied der Bundesregierung, als er noch Finanzminister war, in Debatten nie an Höhe gewonnen. Und wenn ich es vergleiche mit dem, was heute etwa Präsident mit Macron macht, also die Art und Weise, wie Franzosen über Politik, auch über Weltpolitik diskutieren, und Sie haben es schon angemerkt, ich teile Ihre Ansicht, die einschläfernde Art und die überhaupt nicht mitreißende Art, auch aus der Zeitenwende was zu machen, auch zu sagen, Zeitenwende heißt das und das, das ist schon eigentlich eine bedauerliche Geschichte. Jetzt will ich gar nicht so ungerecht sein. Scholz hat 3 Bürden. Er hat natürlich ein heterogenes Bedürfnis. Und auch innerhalb der Koalition, in den Ampelfraktionen, hat er spezielle Mehrheitsverhältnisse. Die 3 Ampelfraktionen, der 2 zumindest, haben sehr viele neue, erstmals gewählte Abgeordnete. In der SPD sind die Neuen in der Überzahl. Und es sind oft friedensbewegte Jungsozialisten, Aktivisten. Bei den Grünen ist es noch deutlicher. Von den 118 Bundestagsmitgliedern haben 68 sind neu, also fast 2/3. Und diese haben oft auch einen Klimaaktivisten-Hintergrund. Also pragmatische Politik ist da sehr schwierig durchsetzbar. Das hat man beim Sondervermögen für die Bundeswehr gesehen. Da hieß es immer, die CDU muss mitmachen, weil der Kanzler nicht weiß, ob er eine eigene Mehrheit hat. Die CDU hat aber gesagt, jetzt zeig du erst mal deine Mehrheit, dann sprechen wir uns wieder. Dann als zweite Bürde hat er den Cum-Ex-Steuerskandal aus Hamburg mit nach Berlin gebracht. Stellen Sie sich vor, ein Regierungschef mischt sich in ein Verwaltungsverfahren über Steuernachforderungen des Finanzamts ein, indem er den Steuerpflichtigen empfängt und mit dem seinen Fall bespricht. Und plötzlich verzichtet das Finanzamt auch noch auf die Steuernachforderung. Genau so ist es gelaufen mit der Warburg Bank, genau so. Und deswegen möchte ich schon zeigen, dass hier eine besondere Bürde für Scholz liegt. Es gibt einen Untersuchungsausschuss in Hamburg. Und das ist natürlich eine offene Flanke, die sich weiterentwickelt und wo man auch nicht weiß, ob Scholz nicht doch gelogen hat. Da gibt es auch eine Debatte um Papiere, die in Berlin im Bundestag in der Verschlussstelle liegen und die nicht zugänglich gemacht werden. Dann geht es natürlich mit dem russischen Angriff auf die Ukraine nochmal um eine ganz besondere Schwierigkeit, eine ganz besondere Bürde, weil sie den Koalitionsvertrag, mehr Fortschritt wagt, auch zur Makulatur macht. Eigentlich müsste dieser Vertrag aktualisiert werden im Lichte der Ereignisse, aber da ist nichts passiert. Er hat das Momentum vergeben. Es wird nur immer neues Geld bereitgestellt, mehr Geld, mehr Schulden. Wir haben deswegen den Schuldendienst im Haushalt, im deutschen Bundeshaushalt von 3,5 Milliarden auf 43 Milliarden erhöht. Das heißt, wir haben die Zinsen sind gestiegen, aber wir haben auch
eine beträchtliche Erhöhung der Neuverschuldung. So stellen 2/3 der Deutschen der Regierung eine schlechte Note aus. Die Regierung setzt dagegen nicht mit Erklären, sondern mit Framing, mit sehr viel Propaganda und sehr viel, ja, auch Schönreden, auch Gutreden. Es gibt auch keine Auseinandersetzungen. Ich muss Ihnen sagen, dass jemand, der aus Brüssel kommt und an Transparenz gewöhnt ist, die völlige Abwesenheit von Transparenz in der deutschen Politik ist ebenfalls eine schwere Bürde, übrigens für das ganze Parlament, auch für die Koalition. Also das, was mir Sorgen macht, ist die Passage dann zum Thema Wirtschaft. Wir müssten jetzt eigentlich fragen, wie gehen wir denn mit der Dekarbonisierung um, die ja beschlossen ist? Welche Auswirkungen hat das auf das deutsche exportorientierte Wirtschaftsmodell und was passiert eigentlich mit unseren Chancen am Weltmarkt? Stattdessen sind wir eigentlich beschäftigt mit Fragen, vor allem weil die Koalition sich nicht einigen kann. Und das ist der Punkt, der mir eigentlich Sorgen macht. Dankeschön. Merci pour cette première analyse. Vous avez dit quelque chose que moi j'avais oublié de signaler, je voulais le faire, mais c'est important. C'est le fait que le Bundestag a été très profondément renouvelé. Il y a un changement de génération, c'est-à-dire qu'on a maintenant, c'est la génération en gros des 40-50 ans. On dit ceux qui portent des chaussures sneakers. Et la particularité aussi de ce nouveau groupe, c'est qu'on a affaire à des députés qui se rencontrent au-delà des frontières partisanes. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de discuter les uns avec les autres, ce qui facilite certainement la solution d'un certain nombre de problèmes. Patricia, est-ce que vous voulez poser une question à Madame Gressler? J'étais très intéressée par ce que vous venez de... Attends, il faut... Pardon. Oui, j'étais très intéressée par ce que vous venez de dire à propos de l'apparente inaction du gouvernement, enfin, qui semble préoccupé par des problèmes de coalition, alors que, enfin, l'étude que moi j'ai faite sur les problèmes énergétiques m'a prouvé qu'il faut un travail de titan, littéralement. Et je trouve ça très curieux que ça ne transparaisse pas dans l'opinion publique, enfin que ça ne se voit pas. C'est énorme, c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans mon intervention. Mais pourquoi ça ne transparaît que comme débat politique interne et pas du côté positif de ce qu'ils parviennent à réaliser, qui est absolument énorme. Vous pouvez répondre brièvement cette... Also, die Regierung hat ja nun wirklich den Überblick verloren über Teile der Energie, ja, des Energieersatzes am Gasmarkt. Da tun sich eigentlich grausame Dinge mit sehr hoher Neuverschuldung, sehr hoher Verschuldung. Die Leute sind zufrieden, weil sie immer noch, also im Moment haben alle noch Verträge, die das, was eigentlich los ist, nämlich die Verfünffachung von Preisen, noch nicht wirklich durchschlägt. Es kommt. Und dann sind alle, glaube ich, auch irgendwie noch, verlassen sich drauf, dass der Staat hilft, dass sozusagen die schlimmsten Auswirkungen abgefedert werden. Aber die Regierung hat natürlich ein großes Problem, dass nämlich noch gar nicht klar ist, wie es genau geht. Und die Umlage, die Gasumlage war ein Desaster, ne? Und die Gaspreisbremse wird es auch sein, weil sie eine Vielzahl von Verwaltungsentscheidungen brauchen, die es noch gar nicht gibt. Und wenn man sieht, welche Detailprobleme da dran hängen, dann kann ich nur sagen, da muss ich gar keine Oppositionsarbeit mehr machen. Die Leute werden schon ziemlich sauer werden, weil nicht gedacht wurde an die Administrierbarkeit, an das verwaltungstechnische Umsetzen der jetzigen Gesetze. Und das erlebe ich nicht einmal, sondern mehrmals. Und dafür ist die Regierung nicht durchgängig verantwortlich, aber die ganzen Bund-Länder-Probleme, also wir haben so große Verwaltungsprobleme und ich bin besorgt, weil an dieser Baustelle niemand arbeitet. Mais malgré tout, je trouve que le gouvernement a beaucoup travaillé. J'ai vu le chiffre là tout récemment. En un an, le Bundestag a adopté à peu près une centaine de lois en un an. C'est énorme quand on connaît justement les difficultés du travail, la lenteur du travail parlementaire. Hans, une question à Madame Gressler. Très bien, donc merci. Donc on a vu dans les sondages que la CDU est repassée devant le SPD, même les Verts sont devant le SPD maintenant aussi.
Donc les choses rentrent un tout petit peu dans l'ordre, en quelque sorte, par rapport, enfin, je dirais, aux écarts traditionnels entre la CDU et le SPD. Mais il y a quand même un responsable politique qui ne profite pas de cette embellie, qui est Friedrich Merz. Hein? Parce que lorsque je regarde... Expliquez-moi alors. Ah ben, je vous explique rien du tout. Moi, c'est vous qui allez nous l'expliquer. Moi, j'ai juste les chiffres sous les yeux. Donc, je vois que Madame Baerbock, elle est en tête. C'est normal. Hein, c'est souvent les ministres des Affaires étrangères qui sont les plus populaires. C'était pas le cas avec Monsieur Westerwelle, mais à part lui, en général, les ministres des Affaires étrangères, parce qu'on les voit pas, ils sont toujours en voyage. Ils sont très populaires. Mais bien, Monsieur Habeck en deuxième, Monsieur Scholz quand même en troisième. Monsieur Lauterbach, qu'on a quand même un peu critiqué pour sa gestion du Covid numéro 4. Et puis, Markus Söder, place 5, Christian Lindner, place 6, et Monsieur Friedrich Merz, avec des chiffres qui ne sont pas très bons, place 7 de justesse devant Christine Lambrecht, qui n'est pas non plus sans susciter des critiques. Alors, est-ce que ma question, c'est une chose qui arrive, hein, est-ce que ça ne va pas susciter à terme la K-Frage au sein de la CDU? Alors, je vais lui dire, hein, ah oui, c'est off the record. Gaul n'a pas remarqué. Ja, also, ich meine, wir haben, ehrlich gesagt, ich möchte gerne Wahlen gewinnen und nicht Umfragen. Und es ist noch ziemlich weit weg von der nächsten Wahl. Und deswegen, glaube ich, ist es, wenn man jetzt aber die Werte sich im Einzelnen anschaut und vor allem auch anschaut die Frage, wie zufrieden seid ihr denn mit den jeweiligen Personen, dann komme ich schon, auch bei allen, auch bei Frau Baerbock, dass eben über die Hälfte nicht zufrieden ist. Das heißt, die Unzufriedenheit ist so hoch, dass wenn man es dann sieht, dann ist der Friedrich Merz bei der Unzufriedenheit gar nicht so weit weg von den anderen Unzufriedenen. Verstehen Sie das? Genau. Ja, also mir gibt es schon eher zu denken, weil der Ansehensverfall der Politik in Deutschland natürlich rapide ist. Ne? Wirklich. Und das ist das eigentliche Problem. Aber die K-Frage stellt sich im Moment nicht. Die Presse versucht es permanent zu diskutieren. Das verstehe ich. Aber können wir nicht mal die großen Probleme besprechen, die Inhalte besprechen, bevor es immer über Personen geht? Und Leute, glaubt bloß nicht, dass da wir wählen doch nicht den lieben Gott. Wir wählen eine arme Socke, die schauen muss, dass sie alles geregelt kriegt. Also ich möchte schon auch, dass wir mal aufhören zu glauben, dass da jetzt einer kommt und den Knoten durchhaut. Politische Systeme funktionieren nicht so. État de grâce pour Friedrich Merz pour l'instant. Il arrive à tenir la baraque ensemble. Also der hält den Laden zusammen und das ist schon mal gut und das ist schon mal wichtig. Und um mehr oder weniger geht's. Um mehr geht's gerade nicht, aber um weniger auch nicht. Bon, alors passons aux questions, si vous voulez, un peu économiques, qui sont aussi très, très présentes, avec l'inflation de l'ordre de 10%, beaucoup plus forte en Allemagne d'ailleurs qu'en France. Perspective d'une récession économique pour l'année prochaine, et puis les questions qu'on a déjà évoquées, problème de l'énergie, crise du climat, etc. Alors, est-ce que l'économie allemande est menacée? Je dirais oui. Oui, parce que la crise n'est pas ponctuelle, elle va durer. Elle va durer en Allemagne, elle va durer en France, pour des raisons que je vais essayer de vous expliquer. Oui, parce que une des causes principales de la raison de l'inflation, c'est la pression des prix de l'énergie. On considère que les prix de l'énergie jouent pour 60% dans l'augmentation des prix générale qui amène à l'inflation. Oui, parce que, comme vous l'avez évoqué, Madame Gressle, on n'a pas tout vu encore parce que il y a à peu près en Allemagne 600 fournisseurs d'électricité, de courant d'énergie, qui ont tous des contrats différents avec les consommateurs, et que les mesures prises qui semblent déjà très vastes, très variées, très complexes, ne suffiront sans doute pas à gérer toute cette multiplicité de situations.
Et que donc on a à partir de juin 23 et même de 2024 des contrats qui viendront à terme avec des prix de l'énergie qui pourront, des factures d'énergie, d'électricité qui pourront être multipliées par 2, par 3, par 4, par 5. Vous avez aujourd'hui des cas de familles qui sont logées dans 120 mètres carrés et qui ont vu leur facture d'énergie multipliée par 3. Je connais le cas d'une famille qui vivait en Allemagne, qui est rentrée en France pour cette raison, en considérant qu'elle était bien contente de trouver les prix liés au nucléaire et à notre électricité d'origine nucléaire en France. Donc, c'est ça, de ça que je veux vous parler. Mon sujet s'intitule « L'Allemagne face au choc énergétique, le gouvernement au secours de l'industrie allemande ». Je ne pense pas que le gouvernement n'a rien fait. Simplement, ils ne communiquent pas suffisamment sur le travail énorme qu'ils ont fait depuis un an, en gros pour courir partout, pour trouver du gaz, non seulement du gaz, mais du pétrole, mais du charbon aussi, pour réfléchir sur la question des prix, se battre au niveau européen contre les propositions qui étaient faites par la France ou les pays du sud de l'Europe, pour qu'un minimum de liberté soit gardé tout de même dans toute cette organisation. Et je vais essayer de vous montrer dans quelle mesure la crise ukrainienne, l'invasion de l'Ukraine, est une des causes seulement de la crise énergétique que nous vivons aujourd'hui. L'une des causes. Donc, est-ce que je peux commencer avec voilà. Le gouvernement qui arrive au pouvoir il y a un an fait face à un changement très brutal de la donne géostratégique. Alors que la coalition tricolore avait été élue sur la base d'une feuille de route pour la transition énergétique, elle est confrontée quelques mois après son arrivée au pouvoir à une série d'urgences géostratégiques qui remettent fondamentalement en cause le programme initial. L'objectif de mon intervention est d'une part donc de décrire rapidement les différentes mesures relativement spectaculaires et inédites qui ont été prises pour gérer cette crise énergétique violente, inédite dans son ampleur, ainsi que d'évaluer son impact sur la survie de ce qu'on appelle le Standort Deutschland, ainsi que sur le rythme de la transition énergétique. Tout un ensemble de mesures qui semblent désordonnées ont été prises, mais elles ont un sens. Que s'est-il passé depuis 9 mois maintenant ? Le gouvernement est dans une véritable course à la montre pour sauver l'industrie allemande qui, faut-il le rappeler, constitue 25% du PIB de l'Allemagne. Cela explique que la feuille de route de la transition énergétique ait été provisoirement délaissée, à part des déclarations d'intention concernant un futur plus ou moins proche. Depuis 9 mois maintenant, le gouvernement, quasiment un an maintenant, le gouvernement allemand se bat sur 4 fronts. 1. Pallier urgemment les problèmes d'approvisionnement énergétique en énergie fossile. On parle beaucoup du gaz, mais il y a aussi charbon et pétrole. 2. Atténuer la répercussion de la hausse des prix de l'énergie pour les industries et pour les particuliers. 3. Tout en gérant l'inflation, dont vous avez rappelé qu'elle était aux alentours de 10%, elle était à 11,6% au mois d'octobre par rapport au mois d'octobre 2021. Cette inflation est causée très largement, pour 60%, par la pression des prix de l'énergie. Et ensuite, enfin, dernier point, tenir le cap de la transition énergétique. C'est une véritable quadrature du cercle. Le gouvernement s'est préoccupé de pallier les problèmes d'approvisionnement en termes de charbon. Quelques chiffres, je vous rappelle simplement. Jusqu'en août 2022, l'Allemagne importait plus de 50% de son charbon de Russie, pour une somme de plus de 2 milliards d'euros. 55% de son gaz naturel et 34% de son pétrole. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente pour un pays industrialisé comme l'Allemagne. Du jour au lendemain quasiment, se passer de 50% de son charbon, 55% de son gaz naturel et 34% de son pétrole, ça vient de tomber avec l'embargo qui vient de tomber le 5 décembre. Qu'est-ce qu'a fait l'Allemagne en ce qui concerne le charbon ? Ils ont réussi, en l'espace de quelques mois, à retrouver du charbon en Indonésie, en Chine et en Australie, excusez du peu. L'Allemagne a réouvert, sans que les Verts n'y trouvent protester, 27 centrales au charbon.
On parle beaucoup de l'ouverture, enfin de la continuation des centrales nucléaires, et parce que ça préoccupe beaucoup plus les Verts, mais les Verts allemands sont beaucoup plus inquiets des 3 centrales nucléaires qui vont fonctionner jusqu'à mi-avril 2023 que des 27 centrales à charbon qui sont revenues sur le réseau. Les émissions de CO2 atteignent actuellement, c'est des mesures qui m'ont été transmises hier par des spécialistes, 685 grammes au kilowattheure CO2 contre 147 grammes pour la France. Pour une fois qu'on est meilleur, on ne va pas se priver de le dire. Madame Gressle, je suis désolée. Bon, alors, donc, et les écologistes, pendant ce temps-là, s'agitent sur le nucléaire. Quid du charbon? Donc, moi, je pose des questions, je suis très naïve, hein, je m'étonne. Alors, après, on a eu le problème d'approvisionnement du gaz. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Il a réussi à lancer, à toute urgence, la construction de 7 terminaux méthaniers, quand même, sur lesquels il y avait des oppositions depuis au moins une vingtaine d'années. Personne ne voulait entendre parler de terminaux méthaniers. La France en compte 4, le Portugal 6, donc l'Allemagne va avoir 7 terminaux méthaniers. Ça veut dire quoi? On ne construit pas un terminal méthanier, on le construit. Il faut 2 ans à 3 ans pour construire un terminal méthanier. Là, en l'espace de quelques mois, on a réussi à construire déjà 2 terminaux qui vont être lancés et rentrer en fonction à la fin décembre, parce qu'on va construire ce qu'on appelle des terminaux flottants. Quand on construit un terminal méthanier pour recevoir ce qu'on appelle du GNL, c'est du gaz liquide, il y a aussi des stations de regazéification. Il faut réinjecter ensuite le gaz dans le réseau, et donc il faut construire des pipelines, des kilomètres de pipelines pour rejoindre le réseau, etc. Il y a eu un travail énorme dans une collaboration exemplaire entre le gouvernement de la coalition et puis les gouvernements régionaux qui ont fait sauter toutes les demandes d'autorisation administrative. Tout d'un coup, il n'y avait plus de problème. C'est miraculeux. Moi, je suis très impressionnée. Bon, 7 terminaux flottants dédiés, donc 2 pour être entrés en service, donc dès décembre 2022. Ils vont accueillir 30 milliards de mètres cubes de gaz par an, soit un tiers de la consommation du pays. Et d'où est-ce que ça va venir? D'où est-ce qu'il va venir de ce gaz? Ça, le gaz, c'est un peu partout. Les Allemands n'ont pas fait grand-chose au Qatar, mais ils ont obtenu du gaz. Je pense que c'était beaucoup plus important pour eux que d'être meilleurs sur les terrains de foot. Donc ils en ont, oui, un peu du Qatar, des États-Unis, bien entendu, oui, merci de... Et le gaz, Ben oui, c'est du gaz liquéfié. Mais bon, alors ça, c'est quand même un exploit. Et ne me dites pas qu'ils construisent ces terminaux méthaniers pour les refermer dans 6 mois. Vous avez entendu les Verts sur le sujet? Non, pas particulièrement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je lis, moi, quand je vois ça? Moi, je suis très naïve. Je me dis, s'ils construisent des terminaux méthaniers, ils vont devenir le hub gazier de l'Europe, ce qu'ils ont toujours voulu être, ce qu'ils essayaient d'être en accueillant le gaz par pipeline avant de la Russie, mais maintenant, ça va faire 3 fois le tour de la planète avant d'arriver chez eux, par des bateaux, etc. Ça va polluer 3 fois plus, hein, parce que voilà, ça tourne, les tankers, etc. Des commentaires? Les écologistes? Non. Tout le monde s'agit sur le nucléaire, par contre, qui pollue très très peu, comme on le sait, qui émet très peu de CO2, etc. Mais on s'agit sur le nucléaire. Bon, là, on a construit des unités de stockage de regasification avec des collaborations franco-allemandes exemplaires. On cherche le franco-allemand. Mais il y a du franco-allemand. Là, vous avez Total Energy qui construit une unité de stockage de regasification sur le port de Lubmin, sur la mer Baltique, en collaboration et qui sera exploitée par la société allemande Deutsche Regas. Normalement, c'est en train d'entrer en service. On a dragué un chenal d'accès pour augmenter le tirant d'eau. On va faire passer des gigantesques navires. C'est extraordinaire, ce retour aux fossiles. Mais c'est génial. Personne ne dit rien. Vous avez de la chance. Je devrais peut-être me taire, d'ailleurs, parce que, du coup, attirer l'attention de nos amis. Je ne l'ai pas payé. Hein.
Vous n'avez pas payé, mais ça va coûter très cher. Mais ça, c'est les sociétés privées qui investissent. Mais il y a des travaux qui sont menés tambour battant. Qu'est-ce qui s'est passé sur le plan législatif? Dès le mois de mai, il y a une loi sur le GNL qui a prévu des procédures simplifiées pour les permis de construire. Des autorisations ont été délivrées dès la mi-août pour un début d'exploitation fin décembre. Fouf, ça c'est du travail à l'allemande. Pendant ce temps-là, les moulins à vent, là, les éoliennes, avancent très péniblement. On dit oui, on en a combien, à peu près 30 000, mais il en faudrait 3 fois plus. Et puis, tout le monde s'oppose, des oppositions. Vous savez qu'on avait les éoliennes dans le nord et il faut transporter le courant vers le sud parce que les industries sont dans le sud. Alors, on dit, on veut bien des éoliennes, mais pas chez nous. Donc, il y a des oppositions multiples et variées. Il y a des règles très précises d'éloignement, etc. Et puis, les lignes en tension, c'est pas très joli. On veut pas de ça non plus. Donc, on enfouit. Donc, l'enfouissement des lignes prend à peu près 3 fois plus de temps. Enfin, bref, pour moi, les éoliennes, c'est une catastrophe. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Ça ne fonctionne pas. Et puis, un autre problème des éoliennes, c'est que ça marche pas tout le temps. Hein. Il y a beaucoup, vous me direz, il y a du vent en mer du Nord, tout va bien. Mais elles ont ce qu'on appelle un facteur de charge. C'est-à-dire que vous avez toujours une différence importante entre la puissance installée et la puissance véritable. Le facteur de charge, pour les éoliennes, c'est 20%. Ça veut dire que vous avez ça marche pas à 100%, ça vous donne 20% du courant. Voilà. C'est pas très rentable. Alors, pendant les 80 autres pourcents, parce que bon, les industries, elles vont pas se mettre à tourner quand vous avez des procédés importants, chauffage, etc., juste quand il y a du vent, hein, elles ont besoin de tourner tout le temps. Il faut ce qu'on appelle une énergie complémentaire. L'énergie complémentaire, c'est le gaz, justement. Et pourquoi on a tellement besoin de centrales à gaz? General Electric demande instamment aux Allemands d'installer l'équivalent de 30 gigawatts de puissance de centrales à gaz d'ici 2030. Pourquoi? Parce que, grâce aux éoliennes, il y a tellement d'instabilité qui est rentrée sur les réseaux qu'il faut stabiliser tout ça. Donc le gaz, pourquoi on a besoin de gaz? Pourquoi? Qui c'est qui s'est posé la question de savoir pourquoi on a besoin de tellement de gaz? On a besoin de ce gaz pour compléter les énergies renouvelables, en particulier l'éolien. Voilà, c'est simple. Donc on a besoin des énergies. Plus vous aurez d'éoliennes, plus vous aurez besoin de fossiles. Pourquoi? Parce qu'on ne sait toujours pas stocker le courant et que vous avez ces pointes, etc. Et c'est un problème technique important que lors du transport du courant, il y a énormément de pertes, etc., etc. Bon, alors ça, je suis désolée du petit détour technique. Enfin, moi, ça m'amuse. Ça m'amuse si on veut. Mais disons que je suis étonnée qu'on n'ait pas davantage d'explications sur le sujet. Alors, le gaz, le charbon, pétrole. Alors, non seulement ils avaient pris déjà les problèmes de fin du gaz, fin du charbon russe, etc. Maintenant, pétrole, embargo depuis 5 décembre, pouf, plus de pétrole russe. Alors, les Allemands avaient anticipé. C'est des grands anticipateurs. Ils avaient 35% de pétrole russe, ils sont passés à 12%. Et, enfin, il faut le faire quand même. Ils sont partis, ils ont fait leurs courses partout. Mais je dis, mais pourquoi vous cherchez? Mais ils courent partout. The Scholz court partout, tout le monde court partout pour trouver du pétrole, du gaz, du charbon. Ils accompagnent leurs... Ça, c'est quelque chose de nouveau dans le mode de gestion allemand. Avant, les entreprises avaient leur monde et les politiques intervenaient, mais de manière quand même plus discrète. Là, tout le monde court partout pour aider les entreprises, pour aider les grandes sociétés à trouver le pétrole et du gaz, etc. Alors, ils n'ont pas que la Russie comme livreurs. Ils avaient la Norvège, la Libye, le Kazakhstan, la Grande-Bretagne, le Nigeria, les USA, l'Azerbaïdjan, des pays très bien aussi, hein. L'Irak, enfin voilà, pas forcément des grandes démocraties, mais voilà. Et puis la Russie quand même jusqu'à la fin de l'année, parce que bon, on fait des grands discours, mais bon, on a encore son pétrole qui fonctionne. Et puis les pays arabes, éventuellement. Alors, il y a eu toute une histoire quand même qui n'est toujours pas réglée, peut-être sur laquelle vous avez des éclaircissements, Madame Gressel, c'est l'histoire de Rosneft. Voilà, là, en Allemagne, il y a 2 grandes raffineries, et en particulier celle de Schwedt, qui est près de la frontière polonaise, qui alimente tout Berlin, en matière de transport, en matière de chauffage, etc., etc.
90% de l'alimentation pétrole et produits dérivés pour la capitale vient de Schwedt. Qui possédait jusqu'à très peu de temps Schwedt? C'est une société qui s'appelle PCK, qui est en fait l'actionnaire principal, je vous donne en mille, c'est Rosneft, c'est-à-dire une entreprise russe très proche de l'État, très proche de Poutine. En gros, ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'une semaine avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, le gouvernement allemand donnait son autorisation à la montée aux participations majoritaires des Russes Rosneft. Donc, l'affaire était rondement menée du côté russe. Les Russes tenaient les Allemands, voilà, par le biais du pétrole, du gaz. Toute cette affaire était relativement bien préparée. Donc, c'est assez remarquable. Dire, quand on admire les choses, entre guillemets, sous l'angle de la Marthe politique. Alors, le problème, évidemment, le gouvernement actuel est très embêté, parce que ils ont quand même pris une mesure, ils ont mis sous tutelle de l'agence fédérale la partie, donc, Rosneft. Mais pour 6 mois. Donc, la question se pose maintenant, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans la main des Russes? Ça, c'est pas possible parce que de toute façon, on pourra plus avoir de pétrole. Et il y a un autre acteur qui monte au créneau dans l'affaire, un certain Orlen, c'est un grand groupe pétrolier, une multinationale pétrolière polonaise, qui dit, bon, moi, je veux bien, avec nous, vous aurez tout le pétrole que vous voulez, je suis avec l'Arabie Saoudite, vous aurez tout ce qu'il vous faut, mais à une condition, vous virez les Russes. Nous, on ne travaille pas avec les Russes, c'est évident. Et le gouvernement allemand hésite, n'a toujours pas pris de décision, parce que, pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il faut faire pour virer les Russes, entre guillemets? Il faudrait quasiment nationaliser, leur voler leur part, comment les mettre dehors? C'est très compliqué sur un plan législatif. Un pays démocratique comme l'Allemagne ne peut pas se conduire comme a fait le Venezuela au moment des nationalisations, etc. Il y a des règles internationales qui interdisent au pays de voler à une entreprise qui est quand même une entreprise privée, même si on sait qu'elle est proche de l'État russe, ces investissements. C'est pas possible. Donc, les Allemands sont très embêtés. Moi, si vous avez des éclaircissements sur le sujet, je serais ravie d'en entendre davantage. Puis alors, bon, dans PCK, il y a quand même Shell, 37,5%, et puis Eni à 8,3%. Mais Rosneft possède aussi d'autres, enfin trois raffineries où des parts possèdent, disons, des parts majoritaires dans une raffinerie qui est installée à Karlsruhe et à Vohburg en Bavière. Patricia, tu peux conclure? Oui. Ça fait 20 minutes. Ah oui, alors je conclus. Voilà, non, c'était juste pour montrer que l'économie, ça peut être drôle. Alors, quelles sont les causes et les conséquences de cette politique d'urgence? Je vous ai même pas parlé de toutes les mesures qui ont été prises, quand on lit tout l'ensemble de ces mesures pour essayer de caper les prix, mettre un bouclier, etc. Enfin, très compliqué. Mais le résultat des courses, c'est que actuellement, on va passer pour les particuliers à un prix d'électricité qui va être de 40 centimes le kilowattheure. Je suppose que vous savez tous qu'en France, il est à 17 centimes. Voilà, et 40 centimes pour les privés, les particuliers, et 13 centimes pour l'industrie. Donc, c'est vraiment l'inverse de la politique française, où on essaie de favoriser les consommateurs et les particuliers par rapport à l'industrie. C'est pour ça que je dis que ce que fait le gouvernement allemand, ils essayent de sauver le soldat Ryan, enfin, ils essayent de sauver leur industrie, tout simplement, sous prétexte de dire « oui, on va faire de la verre, on va faire du verre, bon, très bien ». En plus, les dépenses qui sont faites, c'est beaucoup plus que 200 milliards. Moi, je suis dans les calculs, mais c'est beaucoup plus que 200 milliards, ce qui a déjà été dépensé en mesures sociales diverses et variées, etc. Et les nouvelles routes d'importation vont considérablement faire augmenter le budget d'énergie, les émissions de CO2, personne n'en parle.
Les conditions de développement industriel de l'Allemagne, qui étaient l'accès à une énergie pérenne et peu chère, ne sont actuellement plus assurées. Et au prix de dépenses budgétaires colossales, l'Allemagne est venue au secours de son industrie et secondairement d'une population très affectée. Pour moi, c'est la raison de mécontentement par l'explosion de ces factures énergétiques et par l'inflation. Enfin, il ne faut pas chercher plus loin, c'est pas des histoires de personnes. Quand on reçoit sa facture et qu'il faut qu'elle est multipliée par 3, ça ne fait pas plaisir. Donc, je pense que c'est une raison essentielle des mécontentements. Et moi, je suis très, très inquiète de l'avenir industriel de l'Allemagne. Standard Deutschland, je reste très inquiète. Mes recherches progressives ne m'ont pas rassurée. Voilà. Merci pour cette conclusion et cette présentation très vivante des questions économiques. Et Madame Gressler, une question à Patricia? Non, merci Madame pour cette vue très réaliste sur l'économie allemande et je partage tout à fait votre inquiétude. Ja, ich muss jetzt Deutsch weitermachen. Also die Sache mit den erneuerbaren Energien kann man den Menschen nicht beibiegen. Ich habe gestern und vorgestern 2 Stunden, zweimal 2 Stunden mit jungen Menschen, mit Schülerinnen und Schülern diskutiert. Und die Frage der Netzstabilität, der Verlässlichkeit, der Nichtspeicherbarkeit von Strom, das ist ja unser Problem. Die kann man, also die Folgen, die das hat, kann man praktisch niemand erklären. Da geht es immer nur darum, ihr wolltet es nicht, also ging es nicht, wir wollen es, also geht's. Und es ist nachgerade tragisch, dass wir auf so einem Niveau solche schwerwiegenden Fragen diskutieren müssen. Also die Wette ist ja, dass die Energiepreise wiederum Innovation erzeugen. Und die Wette ist auch, dass natürlich der Wasserstoff jetzt auch einen Schub kriegt. Der Stromumwandlung in Wasserstoff und zurück kostet 50% der Energie, aber im Moment ist ja 100% der Energie verloren. Von daher, glaube ich, ist es schon ein Hoffnungsschimmer, aber mehr ist es nicht. Da gebe ich Ihnen auch recht, bevor Sie es mir sagen, weil wir natürlich sehr viele Wetten auf Zukunft, auf einen ganz unsicheren Bereich abgeschlossen haben. Es gibt im Moment noch nichts, was die Pilotphase auch nur ansatzweise verlassen hätte. Das heißt, es ist einfach eine Geschichte für in 10 Jahren und nicht für jetzt. Wir müssen jetzt schauen, dass wir über diesen Winter, über den nächsten Winter kommen. Und das ist der Plan der Regierung. Übrigens ein Plan ohne Plan, eine planlose Geschichte. Und das ist das, was mich wirklich beunruhigt, wenn ich sehe, wie das Gasmanagement abläuft. Dann kann ich nur sagen, es war so ziemlich der dümmste Augenblick, um in diese Versuchsphase auch zu gehen mit der Regierung. Jede Regierung hätte Probleme, keine Frage. Aber solange ich das Naheliegende nicht mache, nämlich die Frage der Kernenergie und lieber alles Mögliche drumherum baue und die CO2-Werte in Deutschland sind besorgniserregend, ja, solange ist das genau der Punkt. Und die Frage ist, wann es die Menschen endlich merken. Das ist die einzige Frage, die ich habe. Non, ce n'est pas une question. Je remarque quand même que les pronostics des milieux économiques sont peut-être naïfs, mais un peu moins catastrophistes pour l'année 2023, 2024. C'est-à-dire des climat index. Enfin, dans le sens pas climatique, mais climat économique, l'ambiance économique. Mais je peux parfaitement comprendre qu'à travers les chiffres que tu nous as donnés, qu'on puisse avoir un regard inquiet sur l'évolution industrielle de l'Allemagne. Donc, si je dis qu'il y a des pronostics aussi un peu moins pessimistes, ça ne remet pas en question ce que tu dis, loin de là. Mais ça laisse peut-être entrevoir, malgré la situation, je dirais un minimum de lumière au bout du tunnel. Voilà, c'est tout ce que je veux dire.
Alors, une réponse rapide. Oui, lumière au bout du tunnel. Et puis, rassurer. La difficulté, c'est que, tu veux, les économistes, ils voient les choses quand elles se sont déjà passées. C'est la macroéconomie, c'est ça. On prévoit quand les choses se sont déjà passées. Et donc, il y a eu déjà des revues à la baisse et on prévoyait au départ une augmentation du PIB, alors que là, on prévoit une récession à la fois pour 2023. Ensuite, ce qui est inquiétant, c'est justement le fait que la crise n'a pas... Il y a toujours un délai, si tu veux, entre les causes et puis les effets. C'est la même chose, c'est comme dans une supply chain, dans une chaîne d'approvisionnement. On ne voit pas les effets tout de suite. Les effets de l'explosion du prix du gaz sur les marchés, elles ne se voient pas encore. Ça va se voir dans le moment des renouvellements des contrats, etc. Et on ne peut pas faire toujours agir tout le temps parce que c'est les Stadtwerke qui sont concernés, etc. C'est un système extrêmement compliqué. Donc, il va y avoir l'instabilité. Moi, ce que je regarde, c'est la situation mondiale. L'instabilité de la situation énergétique, elle va perdurer. Pour des tas de raisons, je ne veux pas développer ici. Ça, je suis beaucoup les marchés de l'énergie. La volatilité des prix, c'est pas terminé. C'est pas en capant les prix, en décidant, ça va être 60 €. Déjà, les Russes, $60. Le baril, les Russes rigolent. Enfin, je veux dire, ils sont dans l'OPEP et ils ont déjà leur plan pour, de toute façon, bien entendu, baisser la production à ce moment-là. Et ce qui les inquiète beaucoup, c'est la baisse d'activité en Chine. C'est pas nos redemontades. Donc, je pense on s'est surestimé. D'une manière générale, on a surestimé notre poids. Et qu'un autre monde est en train de naître. Et je ne suis pas sûre que dans ce monde-là, l'Allemagne ait la place qu'elle ait eue dans le passé. C'est tout. Voilà. Et si je peux rajouter encore, pardon. Ich wollte nur sagen, der Exportanteil ist 45% für dieses Jahr zurückgegangen. 45%, das ist eine ungeheure Zahl. Das heißt, das ist schon klar, dass wir einfach nicht mehr liefern können. Vor allem Energie ist wichtig. Nicht alles, aber Energie ist wichtig. Warum gibt es keinen Durchschlag auf den Arbeitsmarkt? Weil die Firmen Sorge haben, dass sie ihre Mitarbeiter nicht mehr kriegen. Das heißt, wir haben sehr viel, das sich hinter den Kulissen abspielt. Auf der Bühne wird eigentlich nicht das Spiel gezeigt, das wirklich stattfindet. Oui. Mais je peux parfaitement comprendre aussi l'argument selon lequel c'est complètement absurde de s'acharner sur les 2-3 centrales nucléaires restantes et en fermant les yeux sur les 27 centrales de charbon. Et lorsqu'on regarde l'évolution du mix énergétique allemand, alors ça c'est vraiment, je trouve ça très inquiétant parce que les éoliennes étaient pour 40% dans le mix énergétique allemand courant septembre. Oui, dans l'électricité, dans la production d'électricité. Pardon. Pour 40% il y a 2 mois. C'est tombé à moins de 20% aujourd'hui. Et le charbon assure 48% de la production d'électricité actuellement. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où, en effet, il y a manque de vent, entre guillemets, les problèmes de stockage aussi qui font qu'on est vraiment très, très dépendant du charbon. Mais ceci dit, je trouve que la situation de la France n'est pas très rassurante non plus. Parce que, je veux dire, c'est pas le sujet de ce soir. Donc, ça veut dire que lorsqu'on regarde la situation en France, avec la moitié des centrales nucléaires qui sont fermées, les problèmes de corrosion qu'on a, des problèmes de refroidissement d'eau, je ne parle même pas de la problème du stockage des déchets nucléaires, mais ne serait-ce que pour refroidir les combustibles. Le fait que les combustibles nucléaires, la France dépend de la Russie pour les combustibles nucléaires. Il y a une forte dépendance, tout comme il y avait une dépendance insoutenable de l'Allemagne, gaz et pétrole vis-à-vis de la Russie, charbon, il y a aussi une très forte dépendance française vis-à-vis des combustibles russes. Et donc, c'est-à-dire, il y a aussi une dépendance dans le domaine nucléaire. On ne peut pas dire que le nucléaire est un gage d'indépendance énergétique, ce n'est pas vrai. 1. Le Russie. 2. Imaginez l'impact qu'aurait sur la situation énergétique en France une évolution au Niger comparable à celle du Mali. À savoir que la France est éjectée du Mali parce qu'un putsch militaire aura lieu. C'est au Mali, c'est au Niger qu'on trouve l'uranium en France. Enfin, c'est notre premier approvisionneur en uranium. Et on commence déjà au Niger
à sortir les drapeaux russes, à faire les louanges de Poutine. Donc, c'est peut-être qu'une question de temps pour que le groupe Wagner s'installe aussi au Niger. Donc, ça veut dire que tout le Sahel, après, il y aura le Tchad. Mais le problème, il est quand même le Niger pour l'approvisionnement en uranium. Donc, c'est-à-dire la situation du nucléaire n'est pas c'est pas noir et blanc, je veux dire. Hein. Je veux dire, on est tous européens. C'est un autre sujet. Donc, le nucléaire n'est pas l'alternative rêvée pour échapper aux vicissitudes de l'approvisionnement en renouvelables, etc. C'est tout ce que je voulais dire par là. Bon, alors passons, vu que tu parles de ces questions internationales, un peu au chapitre politique extérieure et questions de sécurité. Il y a quelque chose qui me frappe, moi, dans la politique de Scholz, c'est que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup spécialisé à travers sa carrière politique sur les questions sociales et les questions économiques. Il ne faut pas oublier qu'il a été aussi ministre du Travail dans un gouvernement fédéral. Mais par ailleurs, et c'est déjà apparu, il a énormément voyagé. Depuis qu'il est chancelier, il a fait de nombreux voyages justement pour essayer de régler ces questions énergétiques, c'est-à-dire qu'il se frotte lentement à la politique étrangère. Et il a montré qu'il voulait un peu s'engager dans ce secteur-là par le discours c'était à Prague, le fameux discours de Prague, dont tu parleras peut-être. Et ces jours-ci, il vient de publier un article dans la revue américaine Foreign Affairs, dans lequel il présente un peu ses conceptions en matière de politique étrangère. Alors, où en sont les relations franco-allemandes après la crise ou les tensions qu'on vient de connaître? Où en est la Bundeswehr qui était très délabrée? Est-ce que le programme de rénovation est entré en vigueur? Bref, où en sont les questions de politique étrangère? Tout ça en 15 minutes, c'est pas évident, mais nous avons en plus ici un redoutable expert des questions de défense qui va peut-être après, tout à l'heure, dans les discussions, prendre un peu la parole aussi. En tout cas, je t'invite à le faire. Autant qu'on a pu être critique, il faut appuyer sur ton micro. Oui. Autant qu'on a pu être critique à l'égard des choix énergétiques de l'Allemagne au niveau de son impact sur les questions industrielles, autant au niveau de la politique étrangère, c'est pas si fameux que ça non plus. Mais là, il s'agit pas maintenant de faire le procès du gouvernement Merkel. Je pense que la politique étrangère avant la Zeitenwende s'est inscrite dans une logique d'après-guerre froide, marquée par trois chanceliers successifs qui se sont pas tellement distingués les uns par rapport aux autres, par rapport aux grands choix diplomatiques. Donc les gouvernements Kohl, différents gouvernements Kohl, Schröder et Merkel. Donc quand je parle un tout petit peu du passé, ça ne se dirait pas contre Madame Merkel en tant que telle, mais il y a eu 30 années pendant lesquelles l'Allemagne a opté pour des solutions qui aujourd'hui posent pas mal de problèmes. Je pense que le discours qui va marquer ce mandat d'Olaf Scholz, c'est évidemment le discours sur la Zeitenwende, ce changement ce tournant, ce changement d'époque qu'il a très bien analysé 3 jours après l'invasion russe en Ukraine, donc lors d'un discours au Bundestag le 27 février. Et en effet, Zeitenwende, il y en a, elle est double. C'est d'abord celle d'un grand pays, la Russie, qui est devenu ouvertement révisionniste, qui ne respecte pas les frontières de ses voisins, qui attaque un État qu'elle avait contribué à reconnaître par les accords de Budapest et par d'autres, donc un État internationalement reconnu par l'ONU, etc. Et qui a une politique qui donc une agression, je veux dire, qui traduit une volonté d'aller jusqu'au bout d'une politique révisionniste visant à rétablir les frontières de l'empire tsariste.
Et donc, les pays baltes ont raison d'être très inquiets, les Polonais également, les Moldaves bien sûr aussi, et tout ça par la force. Donc là, nous sommes dans une situation qui est extrêmement dangereuse. Les quelques revers que l'armée russe a connus ces derniers temps, grâce à la bravoure des Ukrainiens et leur résilience, et leur force de résistance et leur intelligence, c'est formidable. Mais aujourd'hui, l'économie russe est en train de devenir une économie de guerre. Toute l'économie russe est tournée vers l'effort de guerre. Et ça peut avoir un impact quand même important sur la production de munitions, de drones, de missiles, etc. dans les mois, dans les années à venir. Donc, je ne sais toujours pas si l'effet de masse russe ne fera pas, malgré tout, pencher la balance en défaveur de l'Ukraine. Donc l'Allemagne est confrontée à ça, comme d'ailleurs tous les autres pays européens. Et elle a donc réagi à cette Zeitenwende avec sa propre Zeitenwende, à savoir, elle a implicitement reconnu que la politique visant à toucher ad aeternam les dividendes dites de la paix, en se contentant d'une armée sous-financée, d'une armée qui est quand même ballottée entre tantôt la priorité donnée à la défense territoriale, c'était le cas encore dans les années 90, puis à la projection de force après le 11 septembre 2001, avec des interventions allemandes, notamment en Afghanistan, aujourd'hui au Mali, et puis le retour vers la priorité donnée à la défense territoriale, ça fait quand même des retournements de stratégie assez importantes qui, me semble-t-il, traduisent un manque de prévoyance stratégique à très long terme et une Allemagne un peu déboussolée sur le plan stratégique. Donc tout ça n'est pas bon. Alors, pour essayer d'expliquer pourquoi l'Allemagne s'est lancée un peu dans cette politique avant la Zeitenwende, cette volonté de faire confiance à ses voisins, y compris à la Russie, dans un monde pacifié. Je pense qu'il faut reprendre un tout petit peu la logique de l'immédiate, après l'unification. L'Allemagne, en 1989-90, a été a suscité de très fortes appréhensions, craintes, critiques. On parlait du Quatrième Reich qui était en train de naître. On se doutait à l'étranger de la politique de grande puissance allemande, etc. Et l'Allemagne a évidemment réagi à cela en se disant mais non, nous sommes dans la continuité non pas du Troisième Reich, notre continuité est celle de la République fédérale. Nous sommes un pays ancré dans les structures internationales. Nous sommes fidèles à nos convictions du multilatéralisme. Nous voulons eine regelbasierte Außenpolitik, donc une politique étrangère qui est basée sur des règles, des principes du droit international, et donc nous menons une politique étrangère responsable qui est axée sur la culture de la retenue sur le plan militaire. Et d'ailleurs, nous n'avons aucun intérêt de menacer qui que ce soit, puisque nous vivons dans un monde d'amis, nous n'avons plus d'ennemis. C'est ce qu'on disait là dans les années 90, tout le monde est gentil, et on mène une politique étrangère paisible. Et l'Allemagne s'est un peu installée au fur et à mesure, au fil des ans, dans une zone de confort. Il faut le reconnaître, dans une zone de confort avec une globalisation où elle a pris les aspects, comme on disait en France, de la globalisation heureuse. Donc, elle a énormément profité de la globalisation du commerce. Donc, du coup, elle a fait de la Chine son principal partenaire commercial pour les importations et pour les exportations, grosso modo aussi. Alors qu'on savait déjà que, avec les événements de Tiananmen de 1989, et puis la découverte, entre guillemets, parce que c'était pas une découverte, la découverte des atrocités commises dans le Xinjiang. D'ailleurs, ce sont des journalistes allemands qui ont relevé l'existence d'un système concentrationnaire au Xinjiang, et on a malgré tout maintenu une relation extrêmement étroite, indépendante, et continue encore à le faire aujourd'hui, puisque des entreprises comme BASF continuent à jurer que par la Chine, alors que parallèlement, les États-Unis sont en train déjà d'assurer sur le plan économique, financier, technologique, et j'en passe, une politique de découplage. Et nous, on reste dans une politique
de rapprochement avec la Chine, et on la justifie avec la visite de Scholz à Pékin en disant que grâce à notre visite, nous avons arraché à Xi Jinping la promesse de déconsidérer que la Russie utilise l'armement nucléaire en Ukraine. Bon, donc c'était un peu la principale justification d'une visite de Scholz en Chine, à peine un mois après le 20e congrès du Parti communiste chinois, qui a affirmé, je veux dire, le contrôle absolu de Xi Jinping sur la politique chinoise. Donc ça pose quand même quelque part un problème. D'ailleurs, l'Allemagne a été critiquée pour cela. Je reviens à cette politique de zone de confort. Donc vous l'avez souligné tout à l'heure avec les chiffres, donc totale dépendance allemande vis-à-vis de la Russie sur le plan énergétique. Et je pense que l'Allemagne n'a pas vu suffisamment tôt, ou n'a pas voulu voir, ou peut-être que ce sont les milieux économiques qui ont fait que la politique ne voulait pas voir la réalité, à savoir que la Russie est en train, à partir de 2012, de se développer vers un régime de plus en plus autocratique, pour ne pas dire aujourd'hui dictatorial. Et on a accepté tout cela. Tout comme on a commencé à construire Nord Stream 2 après l'annexion de la Crimée par les Russes. Annexion de la Crimée qui a suscité évidemment des sanctions d'ailleurs donc, qui étaient relativement efficaces sur le plan militaire en particulier, et où l'Allemagne était la driving force derrière. Donc l'Allemagne a fait le nécessaire pour que les sanctions soient votées à l'égard de la Russie, mais elle a en même temps renforcé son partenariat énergétique avec Moscou, ce qui est quand même globalement plutôt contradictoire. Il me semble que cette volonté allemande d'être bien avec tout le monde, cette volonté d'être l'ami de tout le monde, everybody's friend, se heurte vraiment aujourd'hui à des très très fortes résistances. Regardez comme les Britanniques, lorsqu'ils font le référendum sur le Brexit en 2016. Quel était le principal slogan à l'époque? Take back control. On what? On immigration. Donc, une des raisons pour lesquelles les Britanniques ont arraché le oui au Leave, donc décidé de sortir, c'était parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique migratoire allemande de 2015. Donc il y avait évidemment un lien entre les deux. Pour ne pas dire, à mon avis, que nous les Allemands, je ne dis pas Merkel, parce qu'il y avait quand même un gouvernement de coalition au pouvoir. Donc ce n'était pas que la CDU. C'est-à-dire nous avons quelque part contribué à perdre les Britanniques. Trump, sa façon de voir l'Allemagne était évidemment excessive. Il a fait de l'Allemagne presque un ennemi et de Merkel son bouc émissaire. Mais il a dit à sa façon et de façon extrêmement excessive, malpolie et brutale, ce que des Américains dans l'administration Obama nous ont dit pendant des années, à savoir qu'il n'est pas acceptable que l'Allemagne accumule des excédents commerciaux avec les États-Unis et d'autres pays, dont la France en particulier, tout en refusant d'engager suffisamment de financement dans un outil de défense, sachant que les Américains sont là pour protéger l'Allemagne. Donc, je veux dire, cette haine que Trump a vouée aux Allemands, elle vient de quelque part. Donc, elle vient d'une politique qui n'a pas suffisamment assumé ses responsabilités. Alors, on peut dire à cela, mais il y a beaucoup d'Européens aussi qui ne souhaitent pas que l'Allemagne renoue avec une politique de puissance militaire. Ils étaient très contents. Je me souviens que lorsque Mélenchon, notre cher ami qu'on cite à chaque fois parce qu'on parle de germanophobie, je ne pense pas que les Français soient germanophobes, mais celui-là, j'ai un doute. Il disait, au lendemain de l'invasion russe en Ukraine, mais avant le discours au Bundestag, il faut surtout pas que les Allemands maintenant réarment. Donc il avait parfaitement anticipé cela. Donc peut-être que l'Allemagne a vu juste à un moment donné qu'il n'était pas possible dans les années 90, même dans les années 2000, de mettre trop l'accent sur un outil militaire, sachant qu'il y a encore ces générations qui ont connu la Seconde Guerre mondiale et qui ont gardé la mémoire de l'Allemagne en armes. Et donc il fallait plutôt
jouer justement cette culture de la retenue ou cette puissance civile que l'Allemagne a si bien incarnée. Seulement, aujourd'hui, le problème est que lorsqu'il faut envoyer une brigade pleinement équipée dans les pays baltes, l'Allemagne ne le peut pas pour l'instant. Elle a fait cette promesse de le faire, mais pour l'instant, elle n'a pas les moyens. Alors, donc la Zeitenwende, c'est un coup d'arrêt donné d'ailleurs c'est quand même extraordinaire, par un chancelier SPD. Donc on a beaucoup critiqué le SPD à bien des égards, mais c'est le SPD qui a fait l'Ostpolitik dans les années 60, et la CDU l'a suivi dans les années 80. C'est le SPD qui a fait les lois Hartz IV, et c'est la CDU qui en a profité dans les années 2000, après 2005. Aujourd'hui, c'est de nouveau le SPD qui va vers l'avant en reconnaissant ce défaut en termes d'engagement militaire, et donc elle prévoit à travers ce paquet de 100 milliards qui a été voté, d'arriver à remplir le critère de 2% des dépenses budgétaires consacrées à la défense. Ceci dit, l'inflation jouant, les 100 milliards aujourd'hui sont déjà insuffisants. Donc on n'arrivera pas aux 2%. Et puis il y a d'autres problèmes qui se posent et pour lesquels on peut rendre le SPD responsable. Donc, je veux dire, l'équipe Scholz. À savoir, on attend de Mme Lambrecht quand même, enfin, même si c'est peut-être, c'est pas très gentil de ma part, enfin, de notre part de le penser, parce que ses prédécesseurs ont eu les mêmes problèmes, donc, aussi bien comme Karrenbauer que von der Leyen, à savoir, réformer, l'agence pour l'approvisionnement en armement à Karlsruhe. Voilà, où il y a quand même quelque part des problèmes de substantiels, structurels, de mise en œuvre des programmes d'armement allemands à moyen et long terme. On a découvert, visiblement on a découvert, enfin, en tout cas le président SPD Klingbeil l'a dit, alors on 10 mois après le Zeitenwende, le discours sur le Zeitenwende, on n'a toujours pas relancé la production de munitions. Donc on est à court de munitions. Ce qui peut avoir un vrai impact parce que l'aide à l'Ukraine, c'est pas que pour 2022 ou 2023. Ça ira au-delà. Plus de 50% des capacités militaires ukrainiennes ont été détruites par les Russes. Et ça continue à être détruit par les frappes. Donc l'Ukraine est totalement dépendante d'approvisionnement en aide, en armement et en munitions par les Occidentaux. Donc il faut s'assurer derrière que ce soit possible aussi. Donc, je veux dire par là que ce programme mis en route par le gouvernement Scholz en février commence déjà à peiner. Alors peut-être qu'on est trop critique, peut-être qu'il faut donner du temps au temps, c'est sûr et certain. Mais il fallait faire plus vite. Et Madame Lambrecht, qui est une juriste et qui était peut-être plus heureuse au ministère de l'Intérieur, ne semble peut-être pas être de la même veine que les quelques très bons ministres de la Défense que le SPD a eu dans le passé, comme un certain Helmut Schmidt ou un certain monsieur Appel et tant d'autres. Donc Lambrecht n'est pas à cette hauteur-là pour incarner ce renouveau. Vous pouvez rajouter à cela, je ne vais pas parler du franco-allemand, peut-être que dans les questions on le fera parce que je ne vais pas être trop long, qu'il y a évidemment aussi des tiraillements sur les grandes questions internationales en Allemagne même. Et je vous donne un tout autre exemple, mais je trouve que c'est assez parlant. Emmanuel Macron a été donc à Washington et pour fortement critiquer la politique de Inflation Reduction Act des États-Unis. Les Américains ont encaissé la critique, ils ont grosso modo répondu « Mais vous les Européens, faites de même, faites pareil. Soyez un peu plus protectionnistes, protégez-vous. Le monde, c'est un monde de compétition, on se protège, faites la même chose. » Et donc, il y a maintenant un discours de réflexion en cours au sein de l'Union européenne que la France porte évidemment, à savoir mieux se protéger et sortir des règles, un tout petit peu, quand même des règles de compétitivité qui font qu'on ne peut pas soutenir nos entreprises. Là-dessus, et puis le tout évidemment financé si possible par des dettes communes. Face à cela, Robert Habeck a dit c'est une très bonne idée et Christian Lindner a dit il n'en est pas question. Et on n'a pas eu de réponse pour l'instant du SPD.
Donc, ça veut dire que selon la couleur au pouvoir, on a 3 réponses différentes par rapport à cette vraie question. Est-ce qu'on doit changer de modèle économique et commercial dans la compétition internationale à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés? C'est quand même intéressant, ça. Je pense aussi, on parle de concurrence un tout petit peu entre Scholz et Baerbock, mais ça, je pense que ça, c'est entre guillemets de bonne guerre, comme on dit. Hein. Ça n'a rien à voir avec la guerre, mais c'est de bonne guerre, à savoir, il y a toujours des tiraillements entre le Auswärtiges Amt et la chancellerie sur les compétences en matière de politique étrangère et sur les compétences assurées. Et lorsque un nouveau chancelier s'installe, le Auswärtiges Amt prend une certaine aise. Voilà. Et si Scholz reste au pouvoir au-delà de 2025, s'il a un deuxième mandat ou un troisième mandat, forcément, la chancellerie va grignoter du côté du Auswärtiges Amt et ramener vers la chancellerie des pans entiers du bureau de responsable et de politique étrangère. Donc là, Madame Baerbock a une position beaucoup plus confortable que le pauvre Heiko Maas face à une Angela Merkel qui était dans son 4e mandat. Ça, c'est tout à fait logique. Mais là où on voit quand même des tiraillements réels, c'est aussi entre Baerbock et Habeck, pour savoir qui est numéro 1 chez les Verts, pas beaucoup plus qu'entre Baerbock et Scholz. Et surtout, je veux dire, il est quand même poussé, Scholz, en permanence, quand je pense à Anton Hofreiter, qui a quand même clairement dit, oui, il y a un problème, mais ce problème, c'est la chancellerie, donc en termes de soutien à l'Ukraine. Ou Madame Strack-Zimmermann, qui, d'ailleurs, de concert avec Anton Hofreiter, pousse l'Allemagne à soutenir davantage les Ukrainiens pour faire face à l'agression russe. Et on a le sentiment quand même que le SPD freine, et peut-être aussi parce que derrière Olaf Scholz, il y a un certain Rolf Mützenich qui ne voit pas les choses de la même façon. Donc Olaf Scholz, qui est un modéré, c'est un social-démocrate de la vieille école de Schmitt et compagnie, il est quand même assez embêté face à face à un groupe parlementaire du SPD qui est très jeune, qui est très marqué à gauche, et qui doit être contrôlé par un Rolf Mützenich. Et donc, il ne peut pas trop le mettre en question non plus, Mützenich, parce que dans ce cas-là, Mützenich perd son autorité vis-à-vis de ce groupe parlementaire. Donc, les choses sont compliquées pour la gestion de la politique étrangère. Voilà, j'ai également lu l'article que Scholz a publié dans Foreign Affairs. Il est sur le site de Foreign Affairs, lisez-le. Il est très très bien cet article. Il donne vraiment un aperçu du programme de l'Allemagne en matière de politique étrangère. Si ce programme est réalisé, on peut dire chapeau bas, mais je ne suis pas sûr que ça va marcher. Voilà. Alors, je n'ai pas parlé du franco-allemand, mais ce sera peut-être pour les questions. Merci. Ici, de ce tour d'horizon, une réaction sur la question politique étrangère. Ja, können wir zusammen auf Tournee gehen in Deutschland? Also ich meine, ich bin übrigens nicht Ihrer Ansicht, dass wir schuld sind am Brexit. Also Deutschland ist nicht an jedem Mist schuld, den andere verbocken. Entièrement, mais... Nein, nicht mal ansatzweise. Non. Also Sie können nicht 30 Jahre einem Volk erzählen, wie mistig die Europäische Union ist und dann, wenn es drauf ankommt, hoffen, dass sich das Volk das schon richtig überlegt. Also die britischen Politiker, nein, also ja, aber die britischen Politiker haben einfach so viel. Wollte ich nur gesagt haben, da gäbe es ja viel dazu zu sagen. Also ich glaube, dass das Problem dieser Koalition ist, dass sie wertemäßig nicht zusammenpassen, dass sie von Ankündigungen leben. Der Kanzler lebt von Ankündigungen, die er niemals umsetzen kann. Und die gravierenden wirtschaftlichen Probleme werden der ganzen Geschichte einen gewaltigen Strich durch die Rechnung machen. Und dann ist die Frage, wird diese Koalition sich einbremsen beim Schuldenmachen? Sie werden sich schwierig einbremsen lassen. Und die Finanzmärkte werden dann reagieren. Das heißt, die nächste Krise wird dann eine Finanzmarktkrise und eine Bankenkrise sein. Und das brauche ich eigentlich nicht auch noch.
Je suis pas certaine que l'Europe ait les mêmes conditions de départ pour viser davantage de protectionnisme et une certaine autarcie que les États-Unis, pour la simple et bonne raison que les États-Unis ont une autonomie énergétique. Le jour où l'Allemagne décidera d'explorer ces énormes gisements de gaz de schiste, le jour où nous explorerons nos énormes gisements de lithium dans le bassin alsacien, par exemple, le jour où nous déciderons de lancer les programmes d'uranium appauvri, parce qu'il est possible de se passer des combustibles, etc., nigériens, etc. Le jour où on regardera pourquoi on a fermé nos 21 mines d'uranium en France, le jour où nous aurons effectivement, nous aussi, décidé d'exploiter certains gisements de gaz que nous avons aussi, là, on pourra s'aligner sur les États-Unis et commencer à parler d'autonomie, mais pas avant. Petite question. Comment vous expliquez la popularité de Madame Baerbock? C'est elle qui vient en tête dans les sondages actuellement. Hein? Die Leute mögen, dass sie sehr klar und sehr undiplomatisch spricht. Mhm. Und dieser Mangel an Diplomatie ist natürlich das Riesenproblem auf dem diplomatischen Feld. Also ein Diplomat, sie ist die Chefdiplomatin, und die Chefdiplomaten, die nicht diplomatisch sind, haben ihren Job verfehlt. Das heißt, hier werden wir also auch noch ein großes Problem kriegen. Sie haben es angesprochen, die China-Strategie. Ich meine, wenn wir sozusagen uns alle Probleme gleichzeitig aufladen, dann muss man jetzt noch eine scharfe China-Strategie machen, die sozusagen dann noch den deutschen Arbeitsplätzen wirklich den Garaus macht. Sie sagen BASF, ja, aber man muss halt wissen, dass die BASF 1/3 ihres Gewinns in China erwirtschaftet, 1/3 des Gewinns. Das heißt, bis jetzt war die internationale Arbeitsteilung darauf aufgebaut, dass eben auch die heimischen Arbeitsplätze mit gesichert werden. Wenn das nicht mehr der Fall sein wird, müssen wir ganz konkret darüber reden, dass wir eigentlich sehr, sehr bedeutend über unsere Verhältnisse leben. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque la Chine va attaquer le Taïwan? On va continuer? Il n'y aura pas de sanctions contre la Chine? Non, bien sûr qu'il y aura de la sanction. Voilà, c'est bien sûr que ça, c'est vraiment game over. Mais le game over va venir. C'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut maintenant leur faire clair que c'est certainement pas ce qu'il faut faire. Ben oui, mais il va venir le game over. Désolé. Ils l'ont annoncé. La question de savoir est-ce que ce sera Xi Jinping, ou en tout cas ce sera avant 2049, donc avant le centenaire. Voilà, alors là, vous venez d'annoncer... À mon avis, ce sera avant, ne serait-ce que parce que... Excuse-moi, après je termine. Parce que les Chinois manquent aussi cruellement de semi-conducteurs. Taïwan et la Corée du Sud sont les deux pays qui monopolisent la nouvelle génération de semi-conducteurs. Donc, ils ont un quasi-monopole là-dessus. Ne serait-ce que pour ça, la Chine a tout intérêt, entre guillemets, à aller vite. Donc, peut-être que parce qu'elle est quelque part dissuadée par les Américains ou parce qu'elle voit les difficultés russes en Ukraine, elle se retient encore. Hein. Mais tous les signaux vont en direction d'une unification qui ne sera pas pacifique entre la Chine et le Taïwan. Mais ça, à BASF, ils le savent. Ils ont les gens qui font des prévisions stratégiques. Ja, also dann haben Sie jetzt hiermit den Dritten Weltkrieg angekündigt. Une question à Hans concernant Mme Baerbock. Elle avait annoncé qu'elle voulait faire une politique extérieure féministe. Oh. Qu'est-ce que vous avez compris là? Pas la bonne personne pour ça. Comment? Je ne suis pas la bonne personne pour ça. Franchement, non, parce que... Non, ça, c'est une boutade, mais... à vrai dire, je ne me suis pas vraiment penché sur la question 1. Alors, il est vrai, on peut considérer que peut-être que les femmes au pouvoir ont moins tendance belliciste que les hommes, parfois. Et que donc, de ce point de vue-là, il faut tout faire pour que les femmes soient davantage en des postes de responsabilité, et pas seulement en Europe. Hein. Si c'est ça la politique féministe à laquelle elle songe, c'est évidemment une excellente chose. Il y a aussi maintenant des
des think tanks, enfin des structures de réflexion sur des questions géostratégiques qui sont uniquement faites par des femmes. Alors c'est sans doute toute une philosophie qui est en train d'émerger. Voilà. Mais il me semble quand même que c'est plus exactement la priorité des priorités de Mme Baerbock actuellement. Comment? Also sie ist ja nicht mal der Frauenbewegung im Iran beigesprungen. Also das hätten wir schon erwartet, dass natürlich für die Frauenbewegung im Iran etwas mehr getan würde. Zum Beispiel, dass man eine Sanktionsliste erstellt. Also ich glaube, dass das, was Frau Baerbock da angedacht hat, nämlich also Frauen einfach auch Opfer mehr ins Zentrum zu stellen, dass das schon, sagen wir mal, mit einer feministischen Außenpolitik etwas hochtrabend daherkommt. Ja. Aber das Ziel ist absolut legitim. Ich hätte es nur anders genannt, was weniger Erwartungen weckt, weil jeder fragt sich, was heißt es nun? Das fand ich eigentlich der Sache, die sie im Auge hatte und die ja gut ist, das fand ich unangemessen, ehrlich gesagt. Donc, dans la mesure où Patricia ne veut pas intervenir sur ce thème... Je ne parle que de choses sérieuses. Donc Voilà. je parle pas. J'estime qu'il y a des choses plus graves et plus sérieuses. Oui, j'estime qu'il y a des choses plus graves et plus sérieuses que ce genre de boutade ridicule. Alors, on va passer, si vous voulez, vous donner la parole. Alors, vous pouvez poser des questions. S'il vous plaît, des questions brèves, pas de contre-exposé. Oui, devant. Bonjour, Daoud Khan, Fédéral Europe. Il n'y a pas de découplage entre la Chine et les États-Unis, à ce que je sache, puisque le commerce augmente entre les deux zones. Et à ce sujet, les Européens ont le droit de mener aussi leur politique comme ils l'entendent, commerciale, et donc pas forcément selon des valeurs que les États-Unis ne respectent pas toujours. Et vous avez bien dit qu'on ne peut pas mener une politique protectionniste comme le font les Américains, compte tenu de nos divergences énergétiques, et moi j'ajouterais compte tenu de nos divergences industrielles aussi. Et dans ce contexte, je voudrais poser la question à Madame Gressler. Quel est un peu l'écho au CDU de la proposition qui est contenue dans le contrat de coalition et qui envisagerait la création d'un noyau fédéral avec quelques États à l'intérieur de l'Union européenne pour gérer des compétences précises comme la diplomatie, la défense, l'industrie, qu'on ne peut manifestement plus faire efficacement au plan français ou allemand uniquement. Merci. Dieser Vorschlag findet halt keine Rechtsgrundlage in den vorhandenen Rechtstexten der Europäischen Union, den Gründungsdokumenten. Das heißt, wenn wir das jetzt neu ausverhandeln wollen, die Europäische Union auf ganz neue Füße zu stellen, ist eine Operation, die wir zum jetzigen Zeitpunkt, da würde ich abraten davon. Das heißt, alles, was die EU zusätzlich spaltet, muss vermieden werden. Deswegen glaube ich glaube dann an die Realisierbarkeit, wenn mal klar ist, wie das gehen soll. Und bis jetzt ist es nicht klar, wie es gehen soll. Moi, je connais pas du tout le sujet, mais j'ai en tout cas le sentiment ou l'intuition qu'il faut élargir le franco-allemand. Comme on a eu à un moment donné le triangle de Visegrad, il faut refaire un triangle ou un quadrilatère de je sais pas quoi, mais en tous les cas, il faut ouvrir et faire un noyau dur, c'est sûr. Mais le franco-allemand seul ne fonctionne plus vraiment, c'est sûr. Donc après, mais c'est absolument pas mon domaine, c'est plutôt celui de Hans Stark. Donc, alors, une autre question. Hallo, guten Abend. Ich möchte jetzt zwar keinen großen Kontrapart machen, aber ich finde, einige der Thesen, die von Ihnen, Frau Gressler, hier erzählt wurden, sind dann doch ein bisschen sehr CDU und sehr oppositionslastig. Und ich möchte Sie auch fragen, wie Sie in dem Kontext von dem, was Sie hier gerade im Ausland gesagt haben über die deutsche Regierung, der Außenministerin vorwerfen können, sie sei undiplomatisch. Ich möchte diese Frage begründen mit ihrer ersten Thesen, die Sie
vorgebracht haben, in der sie Olaf Scholz vorgeworfen haben, im Cum-Ex-Skandal irgendwelche Finger im Spiel zu haben. Ich weiß nicht, wie sehr Sie mit dem Rechtsstaat vertraut sind. Grundsätzlich gilt die Unschuldsvermutung. Es gibt keinen Nachweis dafür, dass Herr Scholz da irgendwas gedreht hat. Und tatsächlich wurde am Ende ja auch die Steuer nachgezahlt. Punkt 1. Aber dass Ihre Partei im Rechtsstaat teilweise dann doch nicht so sicher ist, sehen wir aktuell in den Klimaprotesten, die es übrigens doch gibt, weil eben die Bundesregierung ziemlich viel CO2-Emissionen startet. Es gibt große Klimaproteste in Deutschland, die teilweise mit starken zivilen Ungehorsam durchgeführt werden, aber dabei kommt niemand zu Schaden. Ihre Partei, die CDU, fordert, und es wurde teilweise auch schon gemacht, eine Präventivhaft für diese Klimaprotestanten. Also wirklich, dass Leute, bevor sie protestieren, verhaftet werden dafür, dass sie protestieren. Und ich muss sagen, das hat mit meiner Rechtsstaatauffassung überhaupt gar nichts zu tun. Und genau, also ja, es gibt einen großen Klimaprotest in Deutschland, der sich gegen diese Politik der Bundesregierung wendet, die mit Sicherheit nicht gut ist, aber die teilweise eben auch alternativlos ist. Und sie ist deshalb alternativlos, weil in den letzten 16 Jahren unter Angela Merkel erst ein Ausstieg aus dem Atomausstieg stattgefunden hat, dann auf Kohle gesetzt wurde und dann wieder hauruck nach Fukushima ein Atomausstieg stattgefunden hat, der, ja, natürlich, Sie Franzosen, Sie haben recht, nicht funktionieren kann. Es tut mir leid, dass es jetzt so ein Kontrapart wurde, aber genau, wie argumentieren Sie bitte schön, dass Sie Frau Baerbock eine Undiplomatie vorwerfen, indem Sie solche Thesen undifferenziert hier vortragen können? Dankeschön. Ja, also wenn man sieht, wie Außenminister auftreten weltweit, dann finde ich das Auftreten von Frau Baerbock schon außergewöhnlich. Und außergewöhnlich, weil es mit Diplomatie nichts zu tun hat. Jetzt kommt es ganz gut an bei den Leuten. Das war ja die Frage, woher kommen ihre Popularitätswerte? Ich sage, weil sie Dinge ganz klar ausspricht, aber gleichzeitig ist es natürlich im Verhältnis der Staaten untereinander dann eine schwere Belastung. Das sehen Sie ja auch an den Reaktionen aus den Staaten, die sich gemaßregelt und belehrt fühlen von Deutschland. Und das erschwert die Suche nach Lösungen. Das erschwert auch Deutschland dann eine Rolle einzunehmen, auch im Konfliktfall eine Rolle einzunehmen. Und das ist aber ihre Aufgabe. Ich habe gar nichts. Ich finde, Frau Baerbock ist eine bemerkenswerte Frau. Also ich sitze nicht hier, um irgendjemand anzuschwärzen, aber ich sitze hier einfach, um auch meine Meinung zu den Dingen zu sagen. Und ich habe 25 Parlamentsjahre hinter mir und habe Außenminister kommen und gehen sehen, übrigens europaweit. Und das, was wir aus Deutschland sehen, ist schon ziemlich außergewöhnlich. Und es würde mich wundern, aber ich bin offen für Überraschungen, wenn das gut geht. Ich möchte Ihnen schon sagen, dass es natürlich Klimaproteste gibt durch die Radikalisierung der Klimabewegung in Deutschland. Die Klimabewegung ist aber nicht sehr groß, sie ist aber laut und sie ist ärgerlich, weil Festkleben auf Straßen, Bilder bewerfen und also Zeug. Also was ich eigentlich inakzeptabel finde, die Frage der Rechtsstaatlichkeit. Präventivhaft wird nur in Bayern gemacht und es ist keine Präventivhaft aus heiterem Himmel, sondern es ist eine Präventivhaft, nachdem es schon mehrere Vorfälle gegeben hat mit Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Das ist der Grund. Und es wäre doch mal interessant, in Karlsruhe in Erfahrung bringen zu können, ob diese Präventivhaft rechtsstaatlich zulässig ist oder nicht. Darum geht's. Und es ist bis jetzt nur die CSU und Bayern, wo sowas gemacht wird. Und ich hielte es aber für dringlich, das zu klären. Dankeschön. Oui, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Alors, j'aimerais quand même qu'on traite un peu de la question des relations franco-allemandes. Tu es le spécialiste là. Et comment expliquer ces tensions auxquelles on a assisté pendant le mois d'octobre et le mois de novembre? Et est-ce qu'on a un peu surmonté ces difficultés dans la perspective du 60e anniversaire de la signature du traité de l'Élysée fin janvier prochain? Comment tu analyses actuellement l'état de la relation franco-allemande? Ben, je pense pas qu'on ait vraiment surmonté nos divergences parce que nos divergences franco-allemandes sont anciennes. C'est dans le domaine de l'énergie. Nous avons une France qui mise à fond sur le nucléaire, nous l'avons dit, et l'Allemagne qui, à 2 reprises, a décidé la sortie du nucléaire sous gouvernement rouge-vert et puis confirmé après l'accident de Fukushima. Et cette double décision, donc
dans le temps, n'a pas été vraiment communiqué aux partenaires, ou en tout cas, les a pris quelque part de court, mettons. Hein. Donc ça a provoqué quelques agacements, tout comme en Allemagne, on n'a pas pu comprendre pourquoi on laisse Fessenheim aussi longtemps fonctionner, etc. Donc sur le nucléaire, on est aux antipodes. Et lorsque deux pays qui sont les deux pays presque fondateurs avec le Benelux et l'Italie de l'Europe communautaire, comme on dit, de l'Union européenne aujourd'hui, sont à ce point, et qui ont été aussi à l'origine de la CECA, Communauté européenne de charbon et d'acier. S'ils sont aujourd'hui sur les questions énergétiques aussi divisés, c'est évidemment une mauvaise chose. Très mauvaise chose. Sur les questions de sécurité-défense, on est grosso modo quand même en désaccord en franco-allemand depuis qu'on discute de sécurité-défense en franco-allemand. Je pourrais presque remonter jusqu'à l'échec de la CED en 1954 pour dire que ça tourne pas rond entre Français et Allemands. Ensuite, il y a la tentative de Gaulle en 1963 de remettre les questions de défense au cœur des discussions entre nos deux pays. Ça n'a pas marché non plus. On n'a en fait pas parlé du tout des questions de sécurité-défense pour des raisons, je pourrais passer des heures là-dessus, je sais pas, mais je vous avertis que je le ferai pas. Enfin, avertis, je vous assure, je veux dire. Et puis, la France a quand même s'est tournée vers l'Allemagne dans les années 80 pour faire davantage en matière de défense européenne, et on est sorti profondément frustré en se disant qu'on peut rien faire avec les Allemands. Et s'est tourné vers la Grande-Bretagne avec les accords de Lancaster House. Et donc, je pense pas que tous les militaires en France pensent comme ça, mais il y a, j'ai rencontré un très 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 grand nombre de militaires ou militaires français et puis d'experts des questions de sécurité-défense en France qui avaient un regard sur la politique étrangère de l'Allemagne, de la politique de défense et de sécurité de l'Allemagne qui était extrêmement critique. Et vice-versa, en Allemagne, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'on ne reproche pas à la France d'aller un peu trop vite en guerre ? On a dit Sarkozy en l'a fait, Hollande l'a fait. Est-ce qu'il faut recourir à la force militaire à chaque fois enfin, pas à chaque fois, mais aussi fréquemment, notamment en Afrique. Donc, il y a quelque part, je dirais, une incompréhension presque culturelle. Nous avons des cultures de défense tout simplement très, très différentes pour des raisons historiques aussi, évidemment, pour des questions de positionnement géostratégique, géopolitique. Et donc, nous avons sur ces deux grandes questions, énergie et défense et sécurité, deux positionnements qui sont structurellement différents. Et aujourd'hui, ces deux questions sont au cœur de la politique, en raison de l'agression russe contre l'Ukraine. L'énergie, parce que notre économie et notre industrie en dépendent. La sécurité et la défense, parce que notre survie en dépend. Et il est très difficile de surmonter ces désaccords qui sont des désaccords structurels qui ont 50-60 ans d'ancienneté en un rien de temps. Avec un gouvernement feu tricolore où il y a des tendances politiques très très différentes et une CDU très très affaiblie par les élections, donc et en France un exécutif qui n'a pas de majorité parlementaire. Donc tout ça rend quand même le dialogue extrêmement difficile en franco-allemand. Donc pour moi la lecture vient de là, à savoir encore une fois je me répète, je pense qu'il n'y a pas de germanophobie en France, mais je pense qu'il y a un malaise en France face aux partenaires allemands et vice-versa. Un peu, peut-être pas aussi prononcé en Allemagne que vis-à-vis de la France qu'en France vis-à-vis de l'Allemagne, mais il y a un vrai malaise. Alors, ce malaise, maintenant, se décline, parce que les Allemands se sont massivement tournés vers les États-Unis pour commencer à réfléchir alors à rattraper leur retard sur les questions militaires. L'achat des 35 F-35, il y a vraiment tout justifie cet achat d'un point de vue allemand, puisque on relève quand même de la participation nucléaire. On fait ça avec du matériel américain et non pas avec du matériel européen qui d'ailleurs n'existait même pas, en tout cas pas avant 2040 et encore. Donc on peut comprendre ça.
Mais que sur des questions de l'hélicoptère de combat, que l'Allemagne a aussi se tournée davantage vers Boeing que vers les constructeurs européens, ça pose problème. À un moment donné aussi, tous les grands projets d'armement franco-allemand étaient en difficulté, pas uniquement parce qu'il y a des désaccords sur le plan politique, hein, c'est parce que dans le projet du char du futur MGCS, on a fait rentrer une deuxième entreprise allemande, Rheinmetall. Donc du coup, la France est vraiment en grande minorité. Et sur l'autre grand projet phare sur lequel on a heureusement avancé ce dernier jour, donc l'avion de combat du futur, il y a des problèmes industriels entre Airbus et Dassault parce que Dassault a une longueur d'avance sur les questions technologiques dans l'aviation militaire et ne souhaite pas communiquer ses outils, entre guillemets, à un concurrent potentiel qui est Airbus, qui est aussi français, mais qui n'est pas que français. Et reste à savoir aussi, est-ce que l'Allemagne accepte vraiment le leadership français dans le programme FCAS, et puis autrement derrière encore, une fois que cet avion de futur, c'est un ensemble avec des drones, avec des satellites, c'est un ensemble, est-ce qu'on peut le financer par l'exportation, sachant que l'Allemagne a une politique extrêmement restrictive, même si c'est battu en brèche maintenant pour l'Ukraine, mais pour tout le reste de la planète, les appréhensions allemandes de refus d'exportation de matières d'armement, ça reste entier, alors que on le finance en grande partie, alors soit par l'impôt, mais je pense que nos contribuables seraient très heureux de financer à eux tout seuls ces programmes d'armement. Si on veut pas trop greffer les budgets nationaux et donc diminuer nos recettes fiscales pour autre chose, il faut exporter. Hein. Et là, on a plus de facilité d'accepter certaines exportations en France qu'en Allemagne. Donc tout ça a fait que les accumulations de désaccords. Vous ajoutez, là je passe de fil en aiguille, la politique de soutien aux entreprises allemandes, c'est ce paquet de 200 milliards, ce double remplissement annoncé par Scholz, n'a pas été communiqué en français. N'a pas été communiqué et va évidemment produire des distorsions au niveau de compétitivité et ça posera des problèmes au marché unique, c'est clair. Et la France, je pense aussi, est peut-être aussi un peu jalouse même, parce que l'Allemagne, qui a géré son budget de façon beaucoup plus raisonnable ces dernières années, a une marge de manœuvre budgétaire, y compris en termes de nouvel endettement, que la France, avec une dette publique qui représente aujourd'hui 120% de son PIB, n'a pas. Et donc, la France ne peut pas faire actuellement ce que fait l'Allemagne pour soutenir ses entreprises. Hein? Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, tout ça a entre guillemets, entraîné une accumulation des difficultés pour la France et l'Allemagne. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu côté allemand, un effort de communication accru ce dernier temps. Beaucoup de responsables politiques allemands sont venus à Paris. C'est une bonne chose, ça a été remarqué. Et ensuite, nous avons ce rituel, heureusement, nous devons montrer tous les 10 ans qu'on s'entend bien. Et donc là, ça tombe sur le mois de janvier 2023. Et donc, on ne peut pas se payer le luxe de montrer nos désaccords. Mais ils sont là. Mais je pense qu'on va être, pendant les 2 mois qui viennent, plutôt dans une logique de rabibochage et on va montrer qu'on est là et surtout qu'on ne veut pas se laisser diviser par les Russes, ça c'est très important aussi, de montrer notre unité, mais sous la façade de cette belle unité, il y a quand même des désaccords profonds qui restent pendant longtemps encore, me semble-t-il. Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Allez-y. Genau, der Doppelwumms der 200 Milliarden Subvention, das Gas, das mit Steuergeldern angeschafft wurde, kommt hinterher auf ein Drittel auf den Terminmarkt, ein Drittel auf den Spotmarkt. Und da können sich auch andere dran bedienen. Macron n'a pas compris ça, c'est ça? Die deutschen Steuerzahler sind halt die Idioten bei dem Geschäft. Also von daher, ja, ich glaube, Macron hat es nicht begriffen. Das glaube ich schon. Also das kann er auch gar nicht wissen, ne? Macron ne l'a pas compris, comme je peux le comprendre, moi. Non. Voilà. Mais concernant le plan d'aide de 200 milliards dont tu parles, qui est destiné
aux entreprises et aux ménages. J'ai lu comme explication, je ne sais plus quel est le ministre qui a fait cette déclaration, mais de quoi est-ce que les Français se plaignent? Finalement, on soutient le pouvoir d'achat des Allemands, comme ça ils pourront continuer à acheter des produits en France et indirectement, non pour le commerce européen, et comme ça indirectement l'économie française sera soutenue par l'Allemagne. Encore faut-il qu'ils achètent en France. Oui, à condition qu'ils achètent en France. Oui, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, alors, mais soyez bref, s'il vous plaît, si c'est possible. Hein? Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal was frage, aber es wurde ja hier schön aufgeführt, wie toll eigentlich eine europäische Zusammenarbeit funktionieren könnte, wenn das von Deutschland irgendwie auch gewollt wäre. Ich bin am 24. Februar aufgewacht und habe gedacht, es ist Krieg. Ich werde nicht nach Paris gehen, sondern ich werde wahrscheinlich mit vielen meiner Altersgenossen in Osteuropa die Demokratie verteidigen müssen. Und ich hätte das eigentlich ganz gerne, wenn hoffentlich dieser Tag niemals kommt, aber wenn er dann doch kommt, lieber an Seite meiner europäischen Freunde gemacht. Und jetzt frage ich nochmal Sie, weil Sie jetzt leider die einzige Politikerin hier aus Deutschland sind, warum wird das nicht forciert? Warum stellt sich nicht Ihre Partei, die Partei von Helmut Kohl, die Europartei hin und sagt, wir forcieren eine europäische Armee? Und ich glaube nicht, dass eine Ampelkoalition in Deutschland in der Lage wäre, wirklich sich dagegen zu stellen. Antwort? Wir wären schon froh, wenn wir mit der deutschen Armee Auslandseinsätze besser hinkriegen würden. Also, wissen Sie, eine europäische Armee, die Europäische Union hat sich auf den Weg gemacht zu einer europäischen Armee. Aber da hängen ziemlich viele Fragen dran, die kann der Herr Stark viel besser erläutern als ich. Wir haben gesagt, die Europäische Union hat gesagt, wir machen einen europäischen Rüstungsbinnenmarkt. Wir schaffen einen gemeinsamen Markt. Allein schon ein gemeinsamer Markt für europäische Rüstungsgüter hätte solche Skaleneffekte an Rationalisierungseffekte, hätte positive Auswirkungen auf die Kosten für die ganze Nummer. Also man braucht, bevor Sie sich an eine europäische Armee machen können, mit 100.000 Verfassungsproblemen in jedem einzelnen Mitgliedstaat, brauchen wir zuerst mal Bedingungen innerhalb von Europa, dass wir mal die Basics hinkriegen. Und da ist eigentlich die Europäische Union auf dem Weg. Und da sind aber jetzt alle europäischen Beteiligten, auf Frankreich voran, auch nicht diejenigen, die immer so selbstlos unterwegs sind. Das ist ein mühsamer Kleinkrieg um Einzelinteressen und diese Interessen müssen ausgeglichen werden. Da müssen Kompromisse gefunden werden. Ich habe schon den Eindruck, dass es theoretisch alle begriffen haben, aber in der praktischen Umsetzung, muss ich sagen, kann ich Ihnen den letzten Sachstand nicht mehr berichten, weil ich nicht mehr auf europäischer Ebene so aktiv bin. Aber eine europäische Armee, Herr Stark, sagen Sie mal, welche Probleme das aufwürfe. Nein, Sie können nicht einfach sagen, wir wollen das, also machen wir es und dann haben wir es innerhalb von 2 Jahren gewuppt. Nein, nein. Es gibt die deutsch-französische Brigade, da müssen Sie mal dahinter blicken, was da für Probleme sich auftun entlang von Kommandostrukturen, entlang von Unterschieden, dass die schon mal nicht auf der gemeinsamen Welle funken können, weil der eine dieses System hat, der andere jenes System. Ich glaube, dass wenn wir das auf einer Zeitschiene von 20, 30 Jahren mal hinkriegen würden, wäre es schon ein schneller Erfolg. Es ist eben nicht nur eine Frage von politischem Willen, im Gegenteil. Comme Hans Stark l'a dit tout à l'heure, l'idée de l'armée européenne a été tuée par l'affaire de la CED en 1954. Je crois que pour avoir une armée européenne, il faut aussi un gouvernement européen. C'est-à-dire qu'il nous faudrait ce que a été souligné tout à l'heure, un État fédéral. C'est pour ça qu'on n'avance pas du tout sur cette question. Il y a une coopération qui existe entre les différents pays sur le plan militaire, mais on n'est pas encore passé à cette étape qui serait de la mise en place d'un gouvernement européen. Lorsqu'on a voulu faire l'armée européenne dans les années 1950-1954, on prévoyait aussi parallèlement un gouvernement européen. Et ça s'est pas fait. Et depuis, malheureusement, c'est l'échec. Mais on va en rester là. Je voulais remercier les 3 intervenants. Je crois que vous avez apporté vraiment de très bons éclairages sur des problèmes extrêmement complexes. Je voulais remercier aussi nos interprètes qui ont fait un travail difficile.
remercier de votre présence, remercier Madame Deussen de nous accueillir toujours aussi gentiment ici. Et j'attire votre attention, je crois que ce sera le dernier débat de l'année, la semaine prochaine, mardi 13 décembre, sur un sujet qu'on a un tout petit peu évoqué ici, l'inflation en Europe, quel scénario d'avenir, quel remède. Et c'est bien sûr aussi un thème franco-allemand extrêmement important, organisé par l'ARIRI, Association Réalité et Relations Internationales, et Boulevard Extérieur. Donc merci d'être venu, merci de votre intérêt pour les activités de cette maison, et à la prochaine.